Et toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de BD de pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Émission très spéciale, c'est la rentrée, on a un petit peu pris notre temps, mais c'est pour la bonne cause, car c'est là, j'ai envie de dire, la 100e, quand même c'est pas mal. Et pour ça, un sujet spécial qui nous est cher, qui nous est venu en juin sur Netflix, la saga, tout simplement, Neon Genesis Evangelion. Et pour ça, un plateau, ma foi, très rempli, avec deux à ma gauche, Mathieu Pinon. Bonjour. Bonjour à tous. Mathieu Pinon, qu'on t'avait déjà reçu pour les nouveaux Miyazaki. Oui, c'était pour ça. En finir avec les nouveaux Miyazaki. En finir avec les nouveaux Miyazaki, surtout ne pas commencer avec les nouveaux Miyazaki, tout simplement. Ce serait pas mal. Donc on peut te retrouver dans Coyote Mag, et tu es également co-auteur de Un siècle d'animation japonaise. Tout à fait, avec l'ami Philippe Bunel. Tout à fait, et c'est chez Inis Édition. Hop. Quoi de mieux pour... Ah, très bien. Cascade, vraiment le direct. C'est la 100e. Comme si on y était. Extraordinaire. Donc effectivement, quoi de mieux pour fêter la 100e émission que de recevoir ceux qui ont su célébrer le centenaire de l'animation japonaise il y a 2 ans, je dis pas de bêtises. Tout à fait, en 2017. Et merci pour l'invitation en tout cas. Eh ben, ça fait toujours plaisir. À tes côtés, on a Nova Corp. Bonjour. Bonjour. Alors toi, tu es vidéaste, tu es essayiste sur YouTube. On te retrouve dans des vidéos sur la place de la philosophie dans Ghost in the Shell, sur Gundam et son héritage, sur Evangelion et la place qu'occupe la dépression dans Evangelion. On va en parler. Et aussi, surtout, une vidéo sur Shaman King. Et je te remercie parce que c'est un manga qui mérite de l'amour. Donc voilà, tu as un autre projet à côté, un jeu de rôle post-cyberpunk. Tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, c'est donc ça. On est en train de bosser dessus avec un co-auteur qui s'appelle Ephraim Bélier. En ce moment, on préfère pas trop en dire puisqu'on est sur la finalisation du projet, puis on en dira plus sur la chaîne dans pas longtemps. Très bien, quoi. Très bien, à suivre donc. Et en face, nous avons Ilyes Ramani, bonjour. Salut, bonjour à tout le monde. Alors tu es co-auteur pour l'émission Backanime, Backcast, aussi sur la chaîne Cinefuzz, avec Philippe Bunel, justement. Toujours, lui, fait toujours partie de sa nébuleuse. Comme quoi les grands esprits se rencontrent. Et tu as un avis bien à toi sur Evangelion. Je pense qu'on pourra revenir dessus tout à l'heure. C'est ça. Très bien, t'as pas mal d'émissions en projet en ce moment ? Enfin, ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'émission. Par contre, on en a tourné pas mal. On en est, je crois, 4-5 qui sont dans les disques durs, mais jamais le temps de les monter. Donc du coup, promet rien. Bon, non mais ça promet beaucoup. Non mais ça promet beaucoup quand même parce que il y a des beaux sujets dedans. Ouais, voilà. Très bien, donc on a pas mal de monde bien connu autour du plateau. On a Alexis à côté d'Ilyes. Comment ça va ? Bah ça va très bien. On dit Evangelion, Evangelion et on dit quoi ? Comme vous voulez. Moi je dis Evangelion. Comme tu veux, ça dépend de la tolérance des gens en face. Plus tu dis Evangelion, plus tu prends de risques de te faire tuer par des fans hardcore. Il m'en a autour de la table. Peut-être. On verra pendant le débat. D'ailleurs, je prendrai ta place, Karen. Tout à fait. Tu as beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire sur Evangelion, effectivement, et je pense que ma place en tant que chroniqueur se justifie un peu plus qu'en tant qu'animateur. Cédric, toujours, ça va ? Bah écoute, ouais, on a pris la rentrée. Bien dormi ? Mais quel salaud, il commence tout de suite. Oui, j'ai été à la nuit Nanarland, et donc je suis bien crevé, comme il faut, pour parler d'une saga très simple de surcroît, donc ça va aller. Très bien, la nuit Nanarland, on y était hier, enfin tu y étais toi toute la nuit. Oui, j'y étais, tu n'y étais pas. J'y suis passé pour une interview qui nous concernera la semaine prochaine. Un film de Sylvester Stallone qui sort, ça fait toujours plaisir. Voilà, petit teasing pour la semaine prochaine et un visage nouveau autour du plateau. À ma droite, Guillaume. Comment ça va ? Salut à tous, très content d'être là avec vous et puis de rejoindre l'équipe. Alors, est-ce que tu peux un peu te présenter à nos auditeurs ? Alors moi, j'étais déjà passé dans Hyperlink pour le 3 et pour le cloud gaming. Pour le cloud gaming, exactement. Moi, je suis arrivé dans l'équipe, je me suis dit, moi ça m'intéresse, tout d'être devant le micro, de raconter plein de choses pour parler de jeux vidéo, surtout parce que c'est un peu ma spécialité, pour parler aussi d'animation. Je suis un petit peu moins à fond dans l'animation, mais bon, au moins j'ai un avis bien tranché sur les choses, et puis c'est cool d'avoir une émission qui puisse parler un peu de tout dans la pop culture, et puis moi ça m'intéressait le projet, et du coup j'ai rejoint l'équipe. Et t'es un amoureux de Sega et un lien Sega Evangelion, on reviendra peut-être dessus tout à l'heure. On rappelle pour le sommaire de l'émission, on a donc une critique avec toi Guillaume sur Gear 5, on va parler d'Ad Astra avec toi Cédric. Un petit salut à tous les gens qui nous regardent déjà sur le chat. On salue The Maniac, Mafuba, Tianouka, Pseudoless, The French Phenom, Kiné Deloutre, Mioups et Galaxis toujours, et Mogwai. N'hésitez pas à intervenir sur le chat pour poser vos questions et partager vos remarques, on rebondira dessus tout au long de l'émission. J'ai envie de dire c'est parti pour les critiques. Mais c'est de la merde!
Et on commence avec toi Cédric sur Ad Astra, nouveau film de James Gray. Tout à fait. Mais alors de quoi ça parle Ad Astra ? On commence par un petit résumé. Dans un futur proche, l'humanité a commencé son expansion hors de la Terre. Le Major Roy McBride, incarné donc par Brad Pitt, est un astronaute ingénieur travaillant sur Terre et il est réputé pour son calme à toute épreuve. Lors d'une sortie dans la ionosphère, il réchappe de justesse à un accident provoqué par une surtension énergétique en provenance de Neptune. La cause de cet événement serait due au père de Roy, Clifford, héros de la Terre, qui a embarqué pour une mission en direction de Neptune il y a plus de 30 ans afin de trouver les preuves d'une vie alien ou extraterrestre en tout cas. Et donc tout contact a été perdu il y a maintenant plus de 16 ans. La NASA confie à Roy alors la mission d'aller jusqu'à Mars, le dernier point de civilisation humaine, afin de tenter de prendre contact avec son père. C'est le début d'un voyage qui va marquer Roy. Comme tu l'as dit, c'est un film de James Gray, c'est son 7e. Et avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones et Ruth Negga. Alors le film a eu une communication un peu plus importante que les autres films de James Gray, dû entre autres à la présence de Brad Pitt, grand ami du réalisateur. On peut se demander d'ailleurs la pertinence de ce marketing vis-à-vis du contenu du film. Bon, ça parle de l'espace, grosso modo. Sujet ambitieux, est-ce que c'est à la hauteur du sujet ? Bon, on va tout de suite casser le suspense. Pour le coup, pour moi, oui, c'est une assez grande réussite. Il y a plusieurs raisons. Déjà, premièrement, le film est très beau. On peut remercier la photo de Hoyt van Hoytema, j'espère que je le prononce bien, qui était le directeur de la photo sur Heure, Morse, Spectre, Dunkerque ou Interstellar. Donc ça amène une photo assez sombre, assez fade, mais qui retranscrit avec les intentions de Gray en général sur sa filmo qui se veut quand même assez pessimiste. Et naturaliste aussi. Et naturaliste, tout à fait. Et on peut aussi remercier les décors de Karen O'Hara, qui fait sous-entendre une espèce de 2001 mais un peu nul. Genre si 2001 devait être dans le vrai monde, ça ressemblerait à un blocos de l'ex-URSS, donc ça serait pas très beau. Et donc ça donne cette ambiance froide et peu accueillante qui sied parfaitement au récit. Ensuite, Brad Pitt, il est la star du film, il est là sur quasiment tout le film, c'est limite pour y avoir que lui dans le film. Il explose à l'écran avec une espèce de non-jeu, une espèce de retenue qui est pas facile à obtenir. C'est pas si simple que ce que les gens pensent en général, et il arrive à incarner un homme perdu et en pleine dépression, et donc ça c'est déjà assez fort, je trouve. Ensuite, c'est un scénario original sur l'espace, il faut quand même le souligner, c'est de plus en plus rare de nos jours à Hollywood d'avoir des scénarios qui ne sont pas repris d'une nouvelle, d'une autre œuvre, d'un autre film, d'un autre jeu, et surtout ça tente vraiment pas de singer Kubrick et 2001, ce qui est encore plus difficile de nos jours. Je vois qui tu vises de manière très indirecte. Je ne le vise pas, mais bon, on le sait tous. Christopher Nolan. Mais il l'a avoué lui-même, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ensuite, la mise en scène de Gray, elle est toujours aussi maîtrisée. Si vous connaissez les autres films de Gray, c'est quelque chose quand même qui est assez carré, assez tenu. Ça alterne des scènes intimistes et des scènes d'action avec une espèce de rythme très similaire, justement. Ça ne dénature pas, il y a des scènes d'action, ce qui est quand même pas les trucs les plus présents dans sa filmo, et pourtant ça se coule complètement dans le film et dans le récit, et surtout ça marche vraiment. En fait, vraiment les scènes d'action sont peu présentes, mais elles sont là. Et au final, j'aurais un seul vrai reproche, c'est la voix off omniprésente de Brad Pitt, ainsi que quelques symboles un peu trop évidents. Peut-être le signe que le réalisateur a voulu cette fois-ci un peu lâcher prise, c'est-à-dire que d'habitude il n'essaye pas d'être ami avec son public, il essaye de donner son histoire, et là clairement ça a été je pense un peu comme Del Toro avec La Forme de l'eau, l'aveu de se dire un peu explicatif, hein. Mon public peut-être ne comprend pas ce que j'essaye de dire, donc je vais essayer d'être plus simple. Donc tu as aimé le film, mais d'après les premiers échos, d'après toi en tout cas, le public ne suivrait pas malgré les intentions du réalisateur. Mise en cause notamment, on était dans la salle, il y a pas mal de gens qui ont rigolé, le fait que ce soit lent, des erreurs scientifiques apparemment pointées du doigt, et surtout une intrigue qui ne raconte rien. Alors malgré les qualités dont tu parles, le film ne serait donc le simple fric d'un réalisateur académique et rasoir pour beaucoup de monde. Mais si on se penche sur ce que James Gray a voulu dire, c'est une approche un peu limitée du film. Oui, je pense clairement qu'il y a un souci de base avec le cinéma de James Gray. Pour les gens en tout cas. Le cinéma de James Gray n'est pas problématique, je pense que c'est la vision qu'ont les gens de son cinéma qui est problématique. Déjà, on va remettre les choses en place. Gray, il n'est pas académique, il faut arrêter ce mot un peu galvaudé de dès que quelqu'un il fait pas des plans de plus d'une seconde, il est académique. Non. C'est un cinéma, le cinéma de Gray, c'est un cinéma qui cite le cinéma classique. Il cite Visconti, il cite Andrzej Wajda, il cite plein d'autres gens. Et surtout, il cite le Nouvel Hollywood, il cite Cimino, il cite Coppola. Clairement, il se revendique de cette ascendance au cinéma-là, en fait. Et donc,
il cite ce cinéma, mais comme tous les grands, il cite pas pour simplement copier, il cite pour justement amener un cinéma qui lui est propre, qui ne suit pas complètement les règles. Ça se voit surtout dans sa mise en scène. La mise en scène de James Gray, elle est toujours pleine d'inventivité. Il y a des vrais moments de génie et il n'y a pas besoin de marquer le truc. Je vous donne un exemple très simple. Dans l'espace, les astronautes ont des fois des visières pour les reflets solaires et tout ça. Il se sert de ces visières avec reflets pour créer dans un champ le contre-champ tout de suite. Donc il n'y a pas besoin de faire un simple champ contre champ comme n'importe quel réalisateur le ferait. Dans un même plan, vous avez déjà le début et la conclusion de ce que le personnage va voir ou peut voir. Et donc ça crée des fois des vrais moments de suspense. Ou ne peut pas voir, justement. On ne peut pas voir, mais carrément, à un moment, il rentre dans un vaisseau, on a tout de suite le point de vue du personnage. Et c'est vraiment une idée brillante. Moi, personnellement, ça m'a fait penser à certains films de Fassbinder, où il jouait sur la focale, en fait, pour créer des champs et contre-champs, sans avoir besoin de faire des cuts. Ensuite, la thématique de Gray, pour ceux qui connaissent le cinéma, mais je vais les retracer très vite, c'est surtout la relation filiale et la place de l'homme, la société en général, la société humaine et l'homme, l'individu, dans notre monde, comment tout se meut et comment on peut avancer. Et donc, bien sûr, c'est présent dans ce film-là, mais une fois encore, c'est recyclé pour se mouler dans un genre tout nouveau, pour lui, en tout cas, qui est le film de SF, ainsi que le film d'aventure. J'avais voulu dire au début le film de marin, mais je pensais que c'était peut-être pas très clair, mais il y a des éléments assez concrets de ça. Entre autres, le fait que les astronautes prient Saint-Christophe, qui est le saint patron des voyageurs, que les marins priaient énormément. Quand un astronaute meurt dans le film, il meurt de la même manière. Il est en tout cas vénéré. Enfin, il est... il y a une forme de transcendance. Il y a une forme de transcendance, comme quand on jetait les corps à la mer. Là, on les jette dans l'espace avec la même sérénité. Donc voilà, clairement, il a encore une fois essayé de renouveler son genre, ses thématiques dans un nouveau genre. Et surtout, le film, c'est une œuvre personnelle de James Gray qui impose de faire un effort sur soi et même de pas trop se regarder le nombril en tant que spectateur. Vous n'allez pas forcément apprécier le film, mais le film pose des questions nécessaires à l'existence humaine en général et non pas votre existence de simple consommateur de films. Et surtout, comme Gravity, le film est une œuvre allégorique. Il faut pas oublier, en fait, ça, vraiment. Il y a des films qui sont des allégories, qui sont faits pour être remplis de symboles et qui, donc, du coup, dépassent le simple fait d'être cohérent ou non. Donc, je trouve ça bizarre qu'on reproche à un film quasi onirique de pas être réaliste et de pas... que tel bouton n'actionne pas vraiment tel truc dans une navette de la NASA. Mais bon, je peux comprendre encore une fois, mais ça me semble quand même très bizarre. En conclusion, le deuil, le but de la vie, la vacuité de la société, notre relation à nos aînés et ainsi de suite sont tout le temps des thématiques que James Gray aborde et une nouvelle fois, c'est dans un film encore différent et pourtant fondamentalement similaire au reste de sa filmographie. Ad Astra est un film facile d'accès mais difficile à capter tant il ne tente pas d'être compris. Gray propose une œuvre qui se vit comme un chemin de croix, plein d'embûches. Gray dit de ses films: il ne s'agit pas de combler ses souhaits, mais du trajet accompli et de comment l'on peut contribuer à cette chose que l'on nomme le progrès. C'est sûrement pour ça, je pense, que le film se nomme Ad Astra, la première partie de la maxime Ad Astra per aspera, vers les étoiles à travers les difficultés. Merci pour cette bien belle critique, Cédric. Autour du plateau, est-ce que vous avez vu Ad Astra ? Il me semble pas beaucoup. Pas du tout. Pas du tout. Bon, on est les deux seuls à l'avoir vu, mon je Dieu. dois reconnaître que j'aime beaucoup ce que faisait James Gray auparavant, et donc le principe de le voir chercher ses thématiques habituelles pour les remettre dans un contexte de science-fiction me refroidissait un petit peu sur le papier. Mais maintenant que je sais qu'il y a Rufniga... Toi, tu as aimé le film Warcraft, toi. c'est peut-être la seule chose à sauver du film Warcraft, ouais, c'est elle, ouais, c'est ça. Très bien. Non, moi, ça m'a interpellé parce que le directeur de photographie est le même que celui du film qu'on cite comme exemple, en fait. Et donc du coup, même si la promo ne m'a pas attiré, clairement j'en ai vu 2-3 affiches dans le métro, donc je pense pas que ça soit une grosse promo, mais rien que pour ça j'aimerais aller le voir, en fait. Voilà. Alors, sur le chat, on me demande s'il cite Tarkovsky, alors n'étant pas un exégète de Tarkovsky, Cédric. Alors là, clairement, j'ai pas non plus, je sais pas, Tarkovsky, je t'avoue, c'est pas un cinéaste que je connais énormément, donc j'ai pas capté les références s'il y en a dans le cinéma de James Gray. Je veux dire, ça ne m'étonnerait pas. C'est de la science-fiction, c'est lent. Ouais, voilà. Non, mais oui. Tarkovsky. En fait, clairement, le cinéma de James Gray est un cinéma lent et un peu contemplatif, donc après, est-ce qu'il cite Tarkovsky dedans ? Je sais pas. Clairement, je vais pas m'aventurer sur un truc que je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que
Je suis juste ravi de. J'ai pas vu le film non plus, on en parlait avec Charlie, notre producteur, qui lui a aussi adoré. Ça a l'air d'être un film qui est très intelligent. Mais je suis ravi d'ouvrir cette saison avec une critique de toi, Cédric, qui aime quelque chose. C'est quand même suffisamment rare pour être souligné. Donc merci beaucoup et tu m'as vraiment donné envie d'aller voir le film. Ah bah de rien, écoute. Très bien, alors je fais juste une petite remarque de La Débauche, Benjamin Benoît sur le chat, on le salue, qui nous dit effectivement que James Gray est un giga turbo bon réalisateur qui ne connaît jamais le succès chez lui. C'est très bizarre. C'est un peu le Taniguchi des réalisateurs. Voilà. Alors je recommanderais juste par rapport à la critique que je viens de faire, une interview, un entretien d'il y a lui dans Libération, qui a été fait la semaine dernière, où il se livre complètement et on apprend un peu toutes les névroses du bonhomme, qui est quand même très lucide sur le monde qui l'entoure et sur son art. Sur l'état du cinéma actuel. Même l'état du monde, clairement il le dit. Très bien. Bon bah on recommandera ça. Tu prends de l'avance sur les recos, c'est très bien. Un dernier mot à ajouter sur Ad Astra avant qu'on passe à l'autre grand sujet de la semaine en critique. Non, c'est bon, c'est parti pour donc, avec toi Guillaume, première critique, et tu as choisi Gears 5. C'est bien ça, Karel, il fallait bien que quelqu'un se mette quelque part pour faire ce genre de jeu, on va dire. Je prends ça comme un bizutage. Je prends ça comme une forme de bizutage, on va dire. Hein. Je me suis coltiné Gears 5 et bah vous savez quoi, j'ai vraiment kiffé. Alors bon, après avoir saigné tous les épisodes de la série, je pensais vraiment en avoir fait le tour, hein, surtout après un 4e épisode qui était pas dingo, en tout cas au niveau de sa campagne solo, et en tout cas qui était beaucoup moins recherché dans ses thématiques que les anciens épisodes. Piqûre de rappel pour les profanes, hein, Gears of War, c'est une série initiée en 2006 sur la vénérable Xbox 360, fait partie des gros jeux de la machine à son presque lancement, j'ai envie de dire, et qui avait surpris son monde de par sa technique excessivement impressionnante pour l'époque, son gameplay à base de cover shooting novateur et sa violence décomplexée. Hein. C'est le genre de jeu où on va tirer au shotgun sur des gros extraterrestres et ça va éclater en lambeaux de chair. Hein. C'est un peu c'est très très noir et très rouge. Subtil. C'est vraiment pas très subtil. Et donc il a suivi ensuite 2 épisodes. Il y a eu Gears of War 2 qui était beaucoup plus viscéral, un petit peu plus recherché dans ses thématiques et dans son scénario. Gears of War 3 qui était le magnifique, en gros c'était vraiment le pinacle de la série, où en gros il y avait tout en même temps. Il y avait également aussi Gears of War Judgment qui était fait par un autre studio qui était beaucoup moins réussi, mais surtout qui avait introduit beaucoup d'idées dans le multijoueur. Et donc Gears of War 4 qui a suivi sur Xbox One en changement de génération en 2016. Et enfin Gears 5, on s'appelle plus Gears of War, là on passe directement à Gears 5. Je vous expliquerai un peu après pourquoi. Et donc c'est le dernier épisode qui nous intéresse aujourd'hui. Donc là on a un petit peu une réintroduction à la saga pour les personnes qui ne seraient pas trop versées du côté de Microsoft, on va dire. C'est ça. Qu'est-ce qui rend cet épisode si spécial ? Déjà son titre, mais justement en fait ce qui le rend si spécial, c'est pas grand chose en fait. Si vous voulez, c'est un peu le paradoxe. On va d'abord parler de la partie solo cette fois-ci. Donc c'est depuis l'épisode 4, c'est The Coalition qui s'occupe de la série. C'est un nouveau studio qui a été monté par Microsoft en amont de la Xbox One. Et donc le studio dans la communication générale de Gears of War 5 c'était vachement gardé de communiquer sur la partie solo du jeu, et il faut bien avouer qu'on avait un petit peu peur de ce que ça pouvait donner. Et en fait c'est une réussite. On commence dans la peau de JD qui est le fils de Marcus Phoenix pour rappel, et qui est le héros du premier épisode. Le premier acte, comme d'habitude, il en met plein la vue. On commence directement avec des environnements magnifiques, un déroulé classique mais très efficace. On se dit alors que le jeu va se contenter, comme d'habitude, de nous faire alterner entre des moments de combat bourrin et d'exploration à base de panorama. Alors attention, exploration, je parle pas d'un jeu à la Tomb Raider ou à la Uncharted, hein, ça reste du Gears of War, faut pas déconner. On n'est pas du tout dans la subtilité, mais et il arrive le moment en fait où on passe de JD et on passe sur un tout nouveau personnage qui s'appelle Kate, qui est un personnage qui a été introduit dans le 4e épisode, et qui est la vraie héroïne de cet épisode. Et l'avantage de Kate, c'est que contrairement à ses copains en muscles, que vous savez comment c'est, hein, les Gears of War, c'est des Space Marines tout carrés, ouais. C'est des Space Marines tout carrés. On a l'impression que les mecs ils sont butés à je sais pas quelle hormone, des apéricubes avec des fusils, exactement, voilà. Et donc Kate, son avantage c'est qu'elle est beaucoup plus son gameplay est beaucoup plus équilibré, plus fluide et basé sur le mouvement. Ça change des phases de cover shooting qui sont parfois interminables dans la série, hein, mais c'est inhérent au système de jeu, et clairement on bouge beaucoup plus dans ce Gears 5. Le déroulement du jeu, il évolue également pour nous donner des zones d'environnement plus ouverts. Alors attention, hein, encore une fois c'est monde ouvert, mais on n'est pas non plus dans un GTA ou quoi que ce soit, hein. On reste tranquille de ce côté-là.
mais au moins on sent l'évolution de ce côté-là, c'est-à-dire que le studio s'est dit que on devait rentrer en 2020 et il fallait faire ce genre de changement en fait. Donc je disais que c'est un monde ouvert, on sent que les développeurs ont voulu rendre le jeu beaucoup moins linéaire et donc avec une carte, avec des objectifs secondaires, primaires, tout ça. On peut rajouter aussi des petites évolutions dans le gameplay. Ouais. Exactement. On peut rajouter des petites évolutions, justement, tu parlais dans le gameplay, qui rendent les combats plus variés et moins bourrins. Ouais, c'est possible, ouais, dans un Gears of War. Et comme le fait de pouvoir backstabber ses ennemis, comme dans n'importe quel jeu d'infiltration. Bon après, encore une fois, hein, c'est juste backstabber les ennemis, c'est pas non plus à des fins de. Et c'est pas un jeu d'infiltration, hein, je le rappelle. Il y a des nouvelles façons aussi de sortir de situations difficiles, comme les QTE. Qui sont encore plus utilisés dans le jeu et on a également aussi la présence de Jack, c'est un espèce de robot qui nous suit pendant toute l'aventure et dont il est possible de faire augmenter les capacités dans le jeu. En fait on débloque des straps de gameplay qui nous permettent en fait de le faire évoluer. Typiquement il va pouvoir détecter des ennemis à distance ou nous faire au personnage lui rajouter un bouclier supplémentaire, plein de petites choses qu'on peut débloquer avec via les objectifs secondaires en ramassant des artefacts ou via le scénario principal en fonction de la trame narrative. Je peux aussi parler du bestiaire qui lui a été entièrement rééquilibré. C'est une partie très importante de Gears of War pour comprendre un peu le gameplay parce que en fait tous les ennemis ont un pattern bien défini et là justement ils ont fait en sorte d'avoir un bestiaire qui est hyper varié contrairement aux 4 où on avait des robots un peu à la con et justement on perdait un peu ce côté viscéral des premiers épisodes. Là on est beaucoup plus sur des patterns identifiables avec des alertes défensives donc c'est un comment dire, c'est un changement qui est vraiment bienvenu dans la série quand on aime Gears of War. Je vais pas m'étendre encore une fois sur la technique parce que je parlais que Gears of War c'est un jeu qui met énormément en avant sa technique pour briller on va dire. Le jeu il en met encore plein la vue, plein les oreilles, c'est très très bien foutu de ce côté là, d'autant plus que l'optimisation sur Xbox One X et sur PC est vraiment vraiment bien foutue. Donc on a une ambiance visuelle parfaite et toutes les ambiances visuelles sont différentes en fonction des actes, ce qui n'était pas forcément le cas dans les anciens épisodes de la série et donc finalement c'est assez difficile de se lasser même si la campagne est je trouve un peu courte, elle est un petit peu plus longue que celle de Gears 4 mais elle est pas, c'est pas non plus extraordinaire et clairement moi je trouve que cette campagne de Gears 5 elle fera date dans la série, c'est plutôt en fait on s'ennuie pas, contrairement aux autres épisodes on s'ennuie pas et ça c'est vraiment cool dans un Gears donc voilà. Et en plus je rappelle aussi que si vous êtes adepte de multijoueur de coop, le jeu est entièrement jouable en coop jusqu'à 3 joueurs que ce soit en multi ou en solo, donc ça prend un peu de rejouabilité aussi, c'est ça. Donc il y a pas mal d'enthousiasme dans tout ce que tu nous présentes mais le jeu c'est quand même pas mal vendu sur des promesses de multijoueurs. Qu'en est-il? En fait si tu veux Gears c'est un peu la série de Gears of War, Gears c'est un peu la série de chez Microsoft où en gros ils se disent qu'est-ce qu'on va faire de Gears, est-ce qu'on va le garder en tant que série avec un multi et puis surtout un solo important, ou est-ce qu'on va véritablement la faire entrer dans l'e-sport. Donc c'est un peu bizarre de ce côté avec Microsoft, ils savent pas trop où se pencher, mais je tiens à rappeler quand même que le multi de Gears of War est vraiment de très très bonne qualité. Coalition a fait en sorte de polir son multi avec un contenu généreux et donc varié. On se retrouve avec des modes compétitifs classiques comme le deathmatch qu'on connaît tous, la capture de base, les affrontements et hyper bourrins par team de 5. Encore une fois, on n'est pas passé à des teams de 10, on reste encore très très penché sur le 5v5. On a également aussi une nouvelle relecture du célèbre mode Horde qui était apparu dans le Gears of War 2 il me semble, et en fait le principe du mode Horde c'est on va affronter en équipe cette fois-ci encore de 5 des vagues d'ennemis toujours plus fortes jusqu'à épuisement et jusqu'à ce qu'on se fasse tous wiper sur la map tout en accumulant des points et en permettant à chacun de pouvoir acheter des armes et aussi des obstacles pouvant ralentir les ennemis comme des tourelles, des barrières, tout un tas de panels. Et donc de ce côté là on reste dans l'efficacité et c'est classique mais ça marche très très bien, d'autant plus que les serveurs traînent très très bien la charge. Finalement la vraie nouveauté de côté multi, et il en fallait une de ce Gears 5, c'est l'arrivée d'un nouveau mode qui s'appelle Fuite. En gros c'est un peu l'inverse du mode Horde. On se retrouve comme son nom l'indique, le but c'est de progresser dans une carte immense, c'est vraiment vraiment très grand et en plus ça apparaît au fur et à mesure de la progression des joueurs, et le but c'est en fait on va essayer de survivre, c'est-à-dire qu'on a des nombres de munitions qui sont très limités contrairement au reste du jeu. Avec des ennemis très nombreux, ça fait un peu penser à Left 4 Dead un peu dans l'idée, et donc voilà.
Donc le mode fuite est vraiment très très bien. Alors bon, au final, qu'est-ce que vaut ce Gears 5 ? Comme je vous disais en introduction, j'ai vraiment adoré cet épisode. On sent que The Coalition a fait un vrai effort pour rendre la série au goût du jour avec des nombreuses petites améliorations de gameplay, tout en conservant le système de jeu qui a fait son identité, c'est-à-dire un cover shooter hyper bourrin et ultra violent. Entre tradition et modernité, donc. Ouais, on va pas... je vais pas me le lancer dans ce débat-là. Alors bon, si vous aimez Gears of War comme moi, vous allez forcément kiffer cet épisode. Vous serez ravis de goûter aux nouvelles innovations de gameplay et vous défoulez à coups de tronçonneuse dans vos confortables charentaises. Si vous n'aimez pas Gears, du coup cet épisode vous n'allez pas vous y mettre parce que ça reste un gameplay qui est très particulier avec une caméra très proche du perso et je peux comprendre que les gens n'aiment pas, donc c'est pas avec cet épisode que vous allez vous y mettre. Enfin, si vous n'avez jamais tenté la série, alors foncez, d'autant plus que si vous possédez un abonnement Game Pass, il me semble qu'on en avait parlé la dernière fois, le Game Pass c'est très cool pour pouvoir découvrir plein de séries puisque le jeu il est dispo en version Ultimate, donc avec des bonus de précommande, voilà, des trucs en plus à base de cosmétiques et donc vous pouvez l'essayer pour pas cher et vous allez vraiment passer un super bon moment. Très bien, merci beaucoup autour du plateau. Alors en hors antenne, Mathieu, tu as eu des mots assez particuliers quand on a prononcé Gears of War. Ah oui, t'as sursauté. Ah oui, le premier suffit largement à lui-même. Voilà. Une fois que vous avez fait le 1, vous avez compris. Faites pas le 2, faites pas le 3, faites pas le 4, faites pas le 5, faites pas le 1. Faites des jeux rigolos, qui soient détendants. Il y en a marre de toujours aller buter du Strum, du terroriste ou je sais pas quoi. Ça fait je sais pas combien d'années que je joue aux jeux vidéo. Là, ça fait 5 ou 6 ans que j'ai complètement décroché parce que par rapport à l'offre qui m'est proposée en tant que gamer, c'est toujours la même chose. Boum, 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 pan, 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 tagada, gada, gada, à mort les méchants. Et c'est dommage. Autant l'animation japonaise est capable d'évoquer plein de thèmes de manière totalement différente d'un titre à l'autre, autant le jeu vidéo commence un petit peu justement à s'aseptiser et devenir un petit peu uniforme dans les offres qu'il a à faire aux joueurs, et c'est bien dommage. Sur le chat justement on a Galaxis qui nous dit boum boum dans les oreilles, j'imagine qu'il faisait référence à Salut c'est cool. Voilà. Et pas mal de monde aussi, encore plus de QTE dans un Gears. Ah si, Phenom qui souligne quand même qu'on peut jouer Dave Bautista. Oui, Dave Bautista en multijoueur uniquement. Ouais. Alors moi c'est tout ce que je sais du jeu. Gears ça m'a jamais intéressé clairement, mais j'aime beaucoup le catch et j'adore que Bautista se sorte un peu de ce milieu du catch et tout, donc le voir au cinéma, le voir dans des promos, c'est bien. Et puis je sais plus qui a dit sur le chat, allez voir la vidéo de Crowbar. Crowbar, ouais. Mm-hmm. Et c'est vrai qu'elle est super intéressante parce que ça vous montre clairement. Il avait fait pas mal de vidéos sur l'évolution des séries de jeux vidéo. Il en avait fait une sur le lancement de la Switch, sur plein de trucs. Et je conseille vraiment ce channel YouTube parce que je pense qu'il résume très bien. J'ai vu la vidéo sur Gear et je pense que ça résume très bien la situation. Gear 5, c'est pour les fans de Gear. C'est pas pour les nouveaux venus. Et finalement, comme dit Mathieu, si vous avez joué au premier, vous les avez tous faits. Et là, ça vous montre très bien que, comme il dit, c'est hyper aseptisé. Enfin, en même temps, quand je vois, ça montre l'aseptisation de la licence dès le premier tome. Enfin, c'était aseptisé, quoi. Donc voilà, on a coupé à la javel un truc qui était déjà javelisé. Donc, moi, ce qui m'énervait avec Gear le premier, c'était que à la base, c'est Epic Games, il me semble, qui le fait. Et ils sortaient des jeux comme Tyrian, comme Jazz Jackrabbit, qui étaient des jeux qui étaient vraiment fun, très colorés. Dans les années 80 là quand même. Jazz Jackrabbit, c'était juste avant Unreal, qui était juste avant Gears. Et Epic Games avait une proposition de jeu qui était quand même très colorée, très fun, très détente. Jazz Jackrabbit, c'était un lapin qui se droguait à la testostérone. Il combattait contre des tortues qui kidnappaient sa meuf en bikini. Ça partait très loin. Et en fait, ils ont fait Jazz Jackrabbit 2 qui a très bien marché, mais ils avaient peur que le 3 marche pas. Et du coup, à cause de cet échec, ils se sont dit on va aseptiser nos jeux, et à partir de là ils ont commencé à perdre tout leur côté coloré et à refaire des jeux avec des héros qu'on a vus 1000 fois, gris dans l'espace, qui tirent sur n'importe quoi. Après le jeu est peut-être très bien, je l'ai pas essayé, mais j'ai déjà ce petit passif avec Epic Games qui, moi j'adorais ce qu'ils proposaient avant, et en plus voilà. Pour les couleurs, il y a Fortnite. Oui, maintenant. Fortnite revient. Mais ça faisait un moment chez Epic Games qu'il l'avait pas fait. Bon, un dernier mot pour terminer avant de passer à la pause musicale. Après, je disais, effectivement, Gears c'est assez particulier, c'est-à-dire que
je peux comprendre qu'on n'aime pas le côté noir, bourrin, très spartiate en fait dans sa proposition, mais je trouve quand même qu'il y a certains aspects du jeu qui sont assez intéressants. Je prends l'exemple de la narration du jeu, pas forcément la première strate à laquelle tu penses pour le jeu, et en fait il y a des thèmes et des strates de scénario qui sont assez intéressantes, et des choses qui sont vraiment cool à suivre dans la série et auxquelles on pense pas forcément, et c'est pour ça que je trouve que au final c'est un jeu, il faut au moins essayer au moins une fois pour se rendre compte que finalement c'est pas si inintéressant que ça, et c'est pas que un jeu bourrin. Très bien, on finira là-dessus. On s'écoute, on déroge pas à la règle évidemment, on va s'écouter Night Tempo, en l'occurrence c'est un remix de Windy Summer par la belle Anne-Rie. À tout de suite. De retour sur Hyperlink après ces petit changement, puisque les critiques étant passées, nous allons maintenant passer à notre grand débat sur Evangelion, et d'ailleurs c'est parti. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as toujours raison. Si, ça sert de discuter, c'est toi qui as toujours raison. Donc, Evangelion, vaste sujet, et d'ailleurs, on a des membres dans l'équipe qui sont très très fans d'Evangelion, ils s'y connaissent beaucoup, mais qui ne pouvaient pas être avec nous pour en parler. Mais Pierre, notre cher Pierre, nous a fait un super édito. L'irremplaçable Pierre nous a fait un édito sur les créateurs d'Evangelion que nous allons donc regarder tout de suite, et puis après on pourra commencer notre grand débat. C'est parti. Japon, octobre 74. Sur les télévisions de l'archipel, commence la diffusion d'une série que certains appelleront le premier impact de l'animation japonaise, Space Battleship Yamato. Au même moment, c'est toute une culture dite otaku qui est en train d'exploser au pays du soleil levant, une culture de l'imagerie de la science-fiction, des kaiju et autres robots géants. Parmi ses adorateurs invétérés, un jeune garçon fasciné depuis l'enfance par Ultraman s'amuse à réaliser ses propres films et à dessiner des cellulos en amateur avec sa caméra 8 mm. Hideaki Anno, jeune otaku peu studieux, s'oriente vers des études d'art à l'université d'Osaka en 1980. Il se lie d'amitié avec Hiroyuki Yamaga et Takami Akai, avec qui il réalise durant leur seconde année un court-métrage pour la convention Nihon SF Taikai dédiée à la science-fiction, Daikon 3. Ce dernier met en scène une petite fille devant porter un verre d'eau à un radis tout en échappant à des mechas et autres kaiju. En 5 minutes, ce véritable condensé de pop culture réunit Gundam, Godzilla, Yamato, Baltan, un pur produit otaku. Multipliant les projets en dehors des cours, Anno est repéré par Studio Nue pour travailler sur la série Super Dimension Fortress Macross qui deviendra culte. Au même moment, il concrétise avec ses collègues un rêve de gosse, réaliser un court-métrage Ultraman où il incarne le rôle titre. Mais surtout, il rempile avec la Nihon SF Taikai pour réaliser Daikon 4, suite directe de Daikon 3. La petite fille se transforme alors en une jeune bunny girl et traverse un océan de pop culture. Fort d'une équipe plus grande et plus expérimentée, Daikon 4 est encore aujourd'hui un incontournable, une débauche visuelle qui synthétise toute la SF de son temps. On y retrouve aussi des références occidentales. Star Wars, Alien, Metropolis et même un panel de comics. Si Daikon 3 reflétait la SF uniquement par le prisme japonais, Daikon 4 célèbre une pop culture internationale en y faisant cohabiter ses visages les plus marquants. N'ayant plus de temps à consacrer à ses cours, Anno est viré de l'université. Il se rend alors à Tokyo et répond à une annonce pour travailler sur une production d'un certain Hayao Miyazaki, Nausicaa de la vallée du vent. Reconnaissant son talent, Miyazaki lui confie d'ailleurs une des scènes clés du film. Le succès de Nausicaa permettra à Anno de travailler sur diverses productions, avant de fonder en 1984 le studio Gainax avec ses anciens camarades d'université. Un studio fondé par des otaku, pour des otaku. Pour leur premier projet, ils convainquent la société Bandai de financer le film Les ailes données à mise pour un budget de 800 millions de yens, un record pour l'époque. Malgré ses ambitions démesurées, le film est un échec commercial cuisant. Anno prend alors le large avant de revenir chez Gainax pour diriger la série d'OAV combinant mecha, alien, jeune fille sexy, voyage dans le temps, romance tragique et une fin à couper le souffle. Gunbuster est un véritable cocktail pour otaku qui encore aujourd'hui fait référence. Caressant son public dans le sens du poil, la série se permet même des clins d'œil à Nausicaa, Totoro ou encore Yamato. C'est un premier succès pour Gainax, mais le début d'une longue dépression pour Hideaki Anno. Après avoir travaillé pendant plus d'un mois pour Isao Takahata sur le tombeau des Lucioles, il digère en effet très mal les changements opérés à ses travaux dans le rendu final. Il enchaîne aussitôt sur un projet avorté de Hayao Miyazaki, resté dans les cartons de la Toho, Nadia et le secret de l'eau bleue. Malheureusement, la production de cette série est un véritable enfer. Marchant sur les pas de son maître, Anno doit affronter de nombreux conflits en interne, jusqu'à se désengager temporairement de la production. Le stress accumulé et l'avortement de la suite des ailes données à mise n'arrangent rien et finissent par atteindre sa vie sociale.
Anno quitte alors Gainax pendant 4 ans et s'enferme dans une profonde dépression. C'est alors qu'un ami producteur de chez King Records lui fait part d'un projet de série télévisée sur laquelle il aurait carte blanche. À ce moment-là, personne n'imagine que ce réalisateur sur le retour s'apprête à laisser un impact irréversible sur la sphère otaku. De retour donc en plateau après cet édito très intéressant, merci beaucoup à Pierre. Donc on voit que Hideaki Anno, le créateur de la saga qui nous intéresse aujourd'hui, est un personnage un peu torturé, Karel. Atypique, ouais. C'est-à-dire qu'au moment où la série Evangelion apparaît à la télévision, personne ne s'apprête à voir ce qu'il va montrer, c'est-à-dire une mise à nu de lui-même, de ses troubles, de sa dépression, de ses anxiétés, angoisse passée, angoisse présente, angoisse future. Et Evangelion, c'est d'abord, si on devait le présenter à un public qui ne connaît pas du tout la série, c'est la mise à nu d'un réalisateur à travers un genre qui, en son temps, cartonne, à savoir le genre de robot géant. Mathieu. Oui. Pour aller un peu plus loin par rapport à ce qu'a dit Karel, comme l'a très bien expliqué Pierre dans son édito, Hideaki Anno est un otaku, est un enfant de la pop culture japonaise, il a grandi avec Ultraman, il a grandi avec Gundam, c'est dans son ADN. Et je pense que Evangelion, une des choses qui a généré le besoin de créer Evangelion pour Hideaki Anno, c'est le fait qu'il se retrouvait plus au sein de la communauté otaku, au sens où pendant longtemps il a été avec les autres otaku un consommateur, puis avec Daikon 3, Daikon 4, il est devenu un créateur en mode je peux montrer que je suis un fan. Il y a je ne sais pas combien de clins d'œil qui ont été cités à Star Wars, à Godzilla, à Ultraman, etc. Donc on est vraiment presque dans une espèce de pastiche fan art. Et après il a commencé à créer des trucs originaux à destination des otaku, donc de ceux avec qui il s'entendait très très bien. Et là il s'est rendu compte que non, il y a des choses qui plaisent pas parce que ça rentre pas exactement dans le cadre qu'on veut, et il a commencé à entrer en conflit avec une communauté d'où il est originaire. Et je pense que ça, c'est ce qu'on va retrouver dans Evangelion en 95. C'est une des raisons. Si on prend cet axe-là pour analyser Evangelion, ne serait-ce que son premier visionnage, ça tombe sous le sens, à mon humble avis. Ilyes ? Oui, j'allais dire ce que Mathieu vient de dire. Evangelion n'est pas une série pour les otaku, mais c'est vraiment une série qui va à l'encontre de ce qu'est la culture otaku, clairement. Même s'il a été reprise, que les gens adorent et tout, mais c'est clairement une critique par rapport à sa communauté d'origine. Et pour revenir aux ailes de Oniamis, on sent très bien que Gainax, au début, ont un but plus créatif, donc du coup on veut créer quelque chose de nouveau et pas du Daikon. Voilà. Mais finalement, l'échec des ailes de Oniamis, ça finit par... Du Daikon en 2 mots pour notre public qui... En fait, le Daikon 3, le Daikon 4, comme on l'avait dit, c'est les animations qu'ils ont faites pour le salon de SF. D'accord. Donc du coup... comme on le dit, un concentré de pop culture, et pas que la pop culture japonaise, mais vraiment pop culture au sens large. On a du Superman, on a du DC Comics, vraiment du Star Wars aussi, même la planète interdite. Il y a plein de choses dans ce petit court-métrage. Et puis... aussi les références par rapport aux séries passées. On a un Gundam qui a la visière de l'Idéon, on a plein de trucs, donc ça parle vraiment aux otaku. Mais par contre, les ailes de Oniamis, ça parle pas aux otaku. Et finalement, ça a été un rejet total, que ce soit du public, du grand public ou des otak. Et finalement, revenir aux bases. Donc on fait du gunbuster, on fait des choses qui sont méta. Et Karel, on donne au public ce qu'il a envie de regarder pour satisfaire aussi en partie les producteurs. C'est un signe d'une époque aussi, peut-être. C'est le signe de l'otaku, c'est le concept même de l'otaku. L'otaku, c'est le collectionneur. Un autre collectionneur n'est pas un créateur, un collectionneur collectionne. Donc il prend par rapport à des modèles, des canons, et il va collectionner tout ce qui peut dévier du canon. Et c'est le problème, c'est-à-dire que ce soit Evangelion, Nadia ou quoi, comme il l'a dit Ilyes, avec Anno, c'est un otaku, mais c'est un créateur. D'accord. Il vénère des choses, clairement, mais ce qu'il vénère, il le régurgite pour amener une nouvelle chose qui est la sienne. Ce que le public ne comprend pas. Et Evangelion en est pour moi le truc le plus prismatique, parce que clairement la série raconte des choses quand même très intelligentes, ou même des fois très personnelles, très sombres. Ce que beaucoup de gens retiennent, c'est les personnages. C'est
les nanas, c'est les nymphètes. Clairement, on y reviendra parce on en reparlera, mais il a défini des personnages qui maintenant sont des archétypes, quoi. C'est ça. Ce conflit qu'il a avec son milieu va certes le pousser à créer Evangelion et aller au-delà d'avoir quelque chose que lui il avait envie de voir, mais il faut juste préciser que ce conflit il est né aussi même au sein de la création d'Evangelion, c'est-à-dire que dans les premiers épisodes c'était pas forcément ce que lui il voulait, et ni au milieu et plus vers la fin pour le coup, mais Evangelion a tout aussi été un conflit dans ce que lui il voulait faire avec son équipe et dans justement le fait qu'il y avait des figurines de Rey qui se vendaient comme pas possible et que lui c'était pas forcément ce qu'il avait envie de parler. On a parlé du contexte, on a parlé un peu de l'auteur, mais je voudrais juste, si c'est possible auparavant, pour rebondir par rapport à ce qu'ont dit mes collègues, quand on citait Gunbuster tout à l'heure, Gunbuster, quand on voit les 5 premiers épisodes de Gunbuster qui en contient 6 au final, on a vraiment un produit pour otaku. On va avoir des filles avec des gros nichons qui balancent dès qu'elles font 2-3 petits sauts, qui vont piloter des gros mechas dans l'espace, donc on est à fond dans quelque chose qui va totalement plaire aux otaku. Et au 6e épisode, Anno renverse complètement la donne, il propose quelque chose qui est complètement différent et c'est vraiment fait exprès. Et cette démarche déjà, voilà, elle commence, enfin ce 6e épisode de Gunbuster, il est déjà assez représentatif de la démarche d'Anno dans le fait. Et je pense que Anno en fait par rapport aux otaku a une très très grande culture. Il n'a pas uniquement regardé de la pop culture, il a également vu des films de la nouvelle vague, il a également lu des essais de philosophie, de psychologie, là où les otaku se contentent à avoir de la pop culture. Et le fait qu'il apporte des choses différentes pour renouveler le genre n'a pas plu particulièrement aux otaku avec lesquels ils s'habituaient tout à l'heure. Et voilà, je te laisse reprendre la main. Merci, merci pour cette précision très, très importante. Une petite précision par rapport encore à Gunbuster, c'est que Gunbuster rentre dans un produit de consommation. On est dans l'époque OAV. Donc du coup, on vise automatiquement un public sans passer par la télé. On vend un produit, on vend quelque chose. Donc du coup, quand on arrive sur la conclusion d'une série, c'est normal qu'il puisse se permettre d'aller plus loin que du fanservice. On n'essaye pas de vendre le prochain volume. On essaye de conclure la chose. Et je pense que l'épisode 6 de Gunbuster, c'est ça. C'est plus trop le cas aujourd'hui. Voilà. Merci. Guillaume, est-ce que tu peux parce qu'on a parlé de beaucoup de choses, mais pas d'Evangelion finalement encore, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu peux nous résumer l'histoire, en tout cas la première partie, parce que c'est pour avoir après qu'il y a un switch à un moment. Comment tu pitcherais Evangelion en 30 secondes ? Le pitch, donc l'histoire, ça commence on est en 2015, il me semble. Dans le futur. Dans le futur. Hein, oui, on est déjà dans le futur. L'humanité a plus ou moins été écrasé ensuite suite à l'avènement du second impact. Donc en fait on nous raconte au début de la série que ce serait une météorite qui serait arrivée au pôle sud ou au pôle sud de mémoire. C'était au pôle sud, ouais. Oui. Et que en gros depuis cet impact en fait il y a des anges, donc des entités ultra puissantes et qui sont là en fait pour anéantir les humains. Et donc du coup on nous présente aussi l'introduction de la NERV qui est une organisation paramilitaire avec tout ce que ça implique. Et du coup en fait ils ont créé les fameux EVA qui vont rester un petit peu le prisme et les figures de la série, qui sont des robots en fait qui ne peuvent être pilotés que par des enfants élus et ces enfants là en fait ces enfants qu'on va les introduire en fait au fur et à mesure de la série. Et donc le premier qui arrive, donc c'est le fameux Shinji, qui est le héros principal de la série et donc qui apprend à ses dépens qui va être pilote de ce fameux EVA pour protéger la Terre. Et on apprend aussi au tout début de la série en fait, et c'est là que commence un peu le côté viscéral de la série, c'est qu'en fait Shinji lui il est pas du tout au courant et surtout prêt à assumer en fait ce que son père, donc là j'ai pas encore parlé de son père. No spoil pour cette première partie, voilà. On passera en zone spoiler. On comprend dans l'épisode 1 que le papa et le garçon ont beaucoup de problèmes entre eux. Voilà. Oui, c'est ça. Alors mais il n'y a aucun spoil puisque c'est dès le premier épisode. Oui, donc c'est le père qui appelle son fils pour lui dire écoute fiston, tu vois la bestiole géante qui est en train de fracasser Tokyo là, tu vas rentrer dans le robot géant. Il l'a pas vu depuis 3 ans. Et puis tu vas aller le taper. Ah d'accord, donc c'est même pas pour me dire bravo, t'as bien grandi. Non, c'est donc d'emblée la relation père-fils se pose comme un jalon essentiel de l'œuvre. Et c'est donc beaucoup d'action au début de la série. C'est intéressant parce qu'Evangelion est une œuvre majeure de la Japanimation. D'autres titres, je pense que comme Akira ou Cowboy Bebop, mais pour d'autres raisons. Et pourtant, quand maintenant l'œuvre est disponible sur Netflix, et beaucoup de personnes n'avaient pas vu encore Evangelion, et dans notre équipe notamment, beaucoup de gens nous ont dit
bon, c'est sympa votre truc, mais on s'ennuie, Karel, non? On a eu des échos comme ça. On a eu des échos un petit peu, alors, effectivement. Comment s'approprier là? Est-ce qu'il y a des prérequis avant de regarder Evangelion? Donner des noms. Il y en a qui sont derrière la vitre là, mais voilà. Mais comment on peut s'approprier l'œuvre? Est-ce qu'il y a des prérequis pour pouvoir apprécier Evangelion, Karel? Je pense que c'est une œuvre fondamentalement autoréflexive, donc à partir de là, il faut quand même avoir une connaissance du contexte dans lequel elle arrive. C'est-à-dire que, à mon avis, on peut pas partager cet avis, mais que la dynamique de la série, globalement, ça va être de donner au spectateur de 14 ans des années 90 tout ce qu'il a envie de voir, pour commencer, et au fur et à mesure mettre le verre dans le fruit et désamorcer toutes les attentes du spectateur pour mieux les trahir derrière et vriller à la moitié de la série vers complètement autre chose. Épisode 16. Et te dire, il y a ce que tu veux voir et il y a ce que je veux te dire. Et ce qui se joue dans la culture, c'est ce que moi, réalisateur, j'ai à te dire et ce que ça peut t'apporter dans ta vie. Cédric ? Je suis qu'à moitié d'accord. Il s'est rattrapé sur la fin. Ouais. Il s'est rattrapé sur la fin. Non, je suis pas d'accord. J'en ai marre de ce truc de c'est quoi les prérequis pour voir une œuvre. C'est pas vrai. Quand Evangelion c'est arrivé, tu savais pas ce que c'était que l'animation Jap. T'avais vu Totoro vite fait à 4 ans et tu découvres Evangelion, tu te prends une baffe. Il y avait bien sûr forcément déjà en France comme au Japon des mecs qui étaient ultra calés l'animation, mais tu sais que c'est pas eux qui ont fait le succès d'Evangelion. Pourquoi elle a dépassé tout le monde? C'est parce que le public l'a vu. C'est parce que le public l'a vu à une certaine époque. Et il n'y avait pas besoin d'un prérequis parce que clairement, comme tu l'as dit, et là je suis d'accord avec toi, c'est des gamins qui pilotent des robots. Déjà, rien que ça, c'est la base, ça devrait un peu te hyper. Si t'aimes pas les robots, ne regarde pas la série. Déjà, clairement. Même si t'aimes pas les robots, je veux dire, qualitativement parlant, la série, même sur les plans entre personnages. On se rappelle tous de ce fameux plan dans l'ascenseur où il se passe rien. Par contre, quand il faut avoir de l'action, c'est généreux, c'est hyper bien animé, c'est super bien coloré. C'est la qualité technique de la série. Elle n'est pas à remettre en cause. Même aujourd'hui, on peut regarder la série et se dire ah ouais quand même, ça poutre quoi. Enfin, en fait, moi je voulais juste, t'as raison, mais globalement je me suis peut-être emporté, mais mon idée primale c'est juste que une bonne œuvre, elle n'a pas besoin d'avoir un prérequis en fait. Une bonne œuvre t'atteindra dans tous les cas. Il y a quelque chose d'universel. Evangelion, il y a quand même un terreau universel de base. Après, bien sûr, si tu t'intéresses, tu vas développer des choses, tu vas lire, tu vas te renseigner, tu vas te cultiver sur le sujet. Mais même si tu le fais pas, clairement, c'est une bonne œuvre. Nova ? Oui, mais ce que tu dis est totalement vrai dans l'absolu, il n'y a pas de problème. Mais par rapport à Evangelion, là, la question était totalement justifiée sur le fait que 25 ans, quasiment après sa création, Evangelion connaît une deuxième, troisième, quatrième, vous mettriez vous-même, vie grâce à Netflix. On a une nouvelle génération qui va le découvrir. Déjà, c'est en 4/3, tu vois, c'est pas en 16/9. Donc, comme prérequis, il faut prendre en compte le fait que, tu peux te prendre une baffe avec une série qui a été créée avant même ta naissance, mais que quand tu vas découvrir aujourd'hui, tu vas vraiment te la prendre en pleine face, premièrement. Et deuxièmement, pour Evangelion, s'il y a un prérequis qu'il faut quand même avoir, on n'avait pas pour ceux qui l'ont découvert la première fois, il faut accepter d'avance l'idée de se faire avoir, d'être déçu, d'être trahi, de se faire loser. C'est prévu. Et si on regarde le générique d'Evangelion, par rapport au générique des séries animées des années 90, il faut à peu près 30 secondes avant de voir la gueule de Shinji. Ce qui est rarissime par rapport aux séries d'époque. Et il faut quasiment 1 minute avant de voir la gueule de Leva. Le robot géant qu'on te vend comme étant de l'action à fond, il arrive qu'au bout d'1 minute dans le générique. Et donc d'emblée, Evangelion est là pour te dire hey, regarde, j'ai tous les ingrédients habituels pour te faire un méga gâteau au chocolat, mais je vais te faire autre chose, tu sais pas encore quoi. Et c'est ça qui fait tout le sel d'Evangelion, on peut prendre encore plus de plaisir au premier visionnage si on a cette idée en tête. Nova, et puis on va prendre l'air un petit peu parce qu'il fait chaud. Faut se dire qu'à l'époque, quand on essayait de faire de l'animation qui était plus mature et traiter de sujets plus durs, ça se faisait via les films ou les OAV, mais pas sur les séries télévisées. Avant Neo Genesis Evangelion, on n'avait que des shows qui étaient sur la télé, qui étaient mignons, qui étaient pour enfants, et on savait pas du tout si Evangelion ça allait marcher. Donc faut se dire faut se dire que le public il avait
aucune idée de ce qu'il avait à voir, puisque c'était pas quelque chose qui était habituel. Quand Evangelion est arrivé et que ça a prouvé que ça marchait bien, que les thèmes matures arrivaient bien, on a eu toute une flopée après, pendant les années 90, de séries télé qui étaient beaucoup plus matures, avec Esclaflowne, avec donc il n'y avait pas de prérequis pour les spectateurs de l'époque. On parlera justement de ce qui s'est passé après Evangelion dans notre dernière partie, mais on va vraiment partir en pause musicale parce qu'il fait très chaud. Sur le chat, Tianu nous disait justement que c'était indispensable de se faire avoir pour apprécier Eva. Justement, c'est à l'inverse, c'est que c'est indispensable de ne pas. Oui, voilà, pardon, c'est ce que je l'ai lu trop vite, mais du coup là on va prendre un petit peu l'air, ce qui fait chaud, on va boire et on va écouter, on en parlait tout à l'heure justement, de l'opening de Evangelion. De retour sur Hyperlink pour notre grand débat sur Evangelion. Donc à partir de maintenant, on entre en zone spoiler. Donc on va pouvoir se lâcher et raconter un peu. On va en mettre partout. Les images ont changé derrière toi, je crois. Les images ont changé derrière moi. Donc Evangelion, c'est une œuvre qui a suscité beaucoup de vidéos sur YouTube d'interprétation, notamment Nova. Toi, tu auras l'occasion peut-être d'en parler un petit peu après. Mais ma première question, c'est Evangelion, est-ce que c'est une œuvre commerciale de consommation et c'est une œuvre critique qui porte un message, Ilyes ? Alors pour moi, à partir du moment où une série passe à la télé, on peut pas, même si c'est sorti directement en DVD, on ne peut pas mettre de côté le côté commercial, le côté où il faut vivre, il faut faire de l'argent. Et Eva n'échappe pas à ça. Il y a du fanservice, il y a des clins d'œil, il y a une animation pour satisfaire un peu tout le monde, comme je l'ai dit, qualitativement parlant, c'est ça. Mais ça n'empêche pas aussi d'avoir en fait le fond lui-même, c'est toujours un créateur, c'est toujours un réalisateur, donc du coup avec sa vision. Donc les deux ne sont pas incompatibles. Donc il y a une imagerie très particulière, il y a beaucoup de symboles, notamment religieux. Karel, est-ce que tu veux nous en dire un mot sur toute l'imagerie apocalyptique religieuse, les anges 666, Adam, Lilith? Alors oui, il y a pas mal de choses, ça a pas mal fait jaser toute cette imagerie religieuse. À mon avis, je vous demande pas de le partager, pour moi c'est en partie une fausse piste. C'est plus là ça relève plus du contexte dans lequel se trouve le Japon à ce moment-là. Je prends pour source une discussion qu'avait eu l'ami Fifda, que je salue du coup, avec le compositeur de Travis Strikes Again sur Twitter, il s'appelle Kazuhiro Abo. Il expliquait en fait, ce compositeur, que Evangelion arrivait à un moment précis où le Japon connaît pour la première fois ce que c'est que la fin d'un siècle, la fin aussi d'un millénaire, parce que là où auparavant ils pensaient en termes d'ère en fait, ère Taisho, ère Meiji, etc. Et en plus de ce moment-là, à ce moment-là, pardon, il y a une crise économique très violente qui frappe le Japon, donc ça crée un sentiment d'incertitude globale dans une jeunesse qui du coup va se rattacher à des sous-cultures et des contre-cultures. Il n'y a pas que la crise économique d'ailleurs. Il n'y a pas que ça. Mais moi, ça m'a paru intéressant de voir un artiste qui a grandi dans ce moment-là et qui explique, qui donne cette grille de lecture-là, et qui justifierait du coup le surplus d'imagerie chrétienne dans Evangelion. Oui et non, parce que ce qui est très marquant, c'est toute l'ambiance délétère de cette époque qui pesait sur la société japonaise. Je confirme, et je vais même aller encore plus dans ton sens, en sachant que 95, donc l'année de sortie d'Evangelion au Japon, est encore plus une annus horribilis pour les Japonais, puisqu'on a à la fois le séisme de Kobe et l'attentat au gaz sarin. Et oui. Donc, pour dire à quel point justement l'un influe sur l'autre, mais l'autre influe sur l'un également, à l'origine, premier spoiler, Hideaki Anno, il avait clairement annoncé, à la fin d'Evangelion, tout le monde va crever, ce sera l'apocalypse, c'est la destruction finale. Et comme le Japon venait de se prendre l'attentat au gaz sarin, plus le séisme, il pouvait pas aller décemment dans cette voie-là, alors que le pays avait besoin justement plutôt d'encouragement pour s'en sortir après des difficultés. Et donc la situation au Japon a clairement influencé sur la fabrication d'Evangelion en elle-même, alors que la fabrication d'Evangelion dépendait de ça. Enfin bon, ça pas arrêté de faire des allers-retours entre les idées d'Anno et la situation et les contextes de son pays, de la société, de la pop culture, etc. Et voilà, ça fait tellement de portes d'entrée pour attaquer une seule œuvre. On en a pour encore un petit bout de temps là, on discuter. Cédric. Moi, de toute façon, j'ai envie de dire, tout se résume dans le titre déjà. Oui, alors Genesis Evangelion. Qu'est-ce que ça veut dire déjà ? Si tu essayes de le traduire globalement, c'est les évangiles d'une nouvelle Genèse. Donc, c'est pas un duo entre Genesis et Évangélie ? Si, aussi, tout à fait. On a la Genèse, l'Évangile, Néon qui fait Néos nouveau en grec. Donc... Globalement, après, c'est le titre japonais, Shinseki, Évangile pour un nouveau siècle aussi. Voilà. Alors pour revenir sur Evangelion, comme vous voulez, enfin, oui, chacun. Vous pouvez me haïr ou m'aimer, c'est
Et en fait, sur les archives que vous pourrez trouver sur Internet, Hideaki Anno avait fait une rencontre avec une classe de primaire juste après la réalisation du dernier film, donc End and Rebirth. Et en fait, il parlait du titre, de comment il avait choisi Evangelion, et il disait que en fait, j'ai pris ça parce que ça avait l'air compliqué. Donc, ça résume très bien la chose. Je voulais un truc qui avait l'air compliqué, donc je me suis dit je vais prendre Evangelion. Donc après on peut trouver tout et n'importe quoi, mais voilà. Donc l'idée en est même c'est la parole Nova, mais même si effectivement c'est un peu genre je fais un truc compliqué. Le fond et la forme se rejoignent quand même. Il y a quand même pas mal de signes bibliques et religieux dans l'œuvre qui sont présents. Est-ce que ça sert l'idée j'ai pas dit ça. Voilà, j'ai pas dit ça. J'ai juste dit c'est présent. On peut pas enlever que le titre répond quand même à ce que tu verras dans la série. Nova. Moi je vais plutôt dans ton sens parce que il me semble avoir vu des interviews d'Anno où il disait que c'était une imagerie qui était là pour choquer, pour être cool, pour être européen, ce qui marche aussi beaucoup au Japon, cette esthétique, et que finalement il y a un moment où il disait qu'il en avait marre qu'on lui demande toujours explique qu'est-ce qu'il y a de religieux derrière, alors que finalement pour lui c'était quelque chose de plus graphique qu'un propos, et on le voit quand on arrive à la fin d'Evangelion que finalement tout ce qu'il a mis sur les anges etc, il le met un peu de côté pour se concentrer sur la psychologie des personnages, donc c'était pas forcément le thème qu'il avait envie de traiter de base, même s'il reste quand même dans une cohérence et il va jusqu'au bout, même dans Vision of Evangelion on revient un peu sur il revient dessus, il revient sur ce qui plaisait aussi dans le show, il va pas renier ces influences là, mais c'était surtout pour lui je pense une esthétique. Enfin le monsieur on commençait à voir les manuscrits de la meilleure mort qui avaient fait leur apparition, donc du coup ils se documentent sur ça, ils se documentent sur la Kabbale. Ce sont généralement on a beaucoup de symboliques religieuses et surtout chrétiennes dans les animés japonais, mais gnostique. Voilà, donc du coup je pense qu'il a voulu aller encore plus loin. Donc du coup il s'est intéressé à la Kabbale, il s'est intéressé au judaïsme, il s'est intéressé à tout ce qui était religion babylonienne, mais de là à, je pense que c'était vraiment pour une recherche esthétique, pour donner ce côté limite presque malsain en fait de la religion, et finalement essayer de l'expliquer autrement je ne vois pas. Si c'est un décorum entre guillemets, Evangelion, ça nous parle de quoi? Plus qu'un décorum, ce qu'il faut vraiment prendre en compte aussi, c'est que c'est super important d'avoir justement une cohérence dans la diégèse, et donc que ça aille dans les recherches sur la religion, donc les manuscrits apocryphes, etc., sur la technologie avec les Evangelion, le LCL, que sais-je encore, blablabla. Tout ça, c'est tellement apporté, c'est tellement réfléchi, c'est tellement fouillé, c'est tellement carré que le spectateur se dit ah ok, les mecs ils sont tellement bossés là-dessus, c'est que c'est vraiment ça le panneau auquel je dois m'intéresser. Ouais. Et comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, sur les épisodes 25 et 26, ils tombent dans le panneau littéralement pour se rendre compte que non, le vrai message qui était derrière, c'était je t'ai fait une très très belle coque de chocolat avec tout ce que tu veux, mais c'est la cacahuète du MLM, ce que tu vas te prendre maintenant dans la gueule. Et c'est pour ça ce qu'il faut prendre en compte quand Evangelion a été créé, c'est que Hideaki Anno il était au fond du gouffre, il était vraiment totale dépression, et c'est un pote à lui producteur qui a dit attends mec, laisse faire, je suis Starchild, j'ai les contacts, je sais quoi faire, je vais te choper une case de diffusion à la télévision, tu pourras faire ce que tu veux. Ce que je veux, ce que tu veux. Il a mis beaucoup dans le personnage principal de lui-même d'ailleurs. Et voilà, oui, évidemment. De toute façon, Anno, on le retrouve et en Shinji et en Gendo. Le père et le fils, c'est vraiment Anno pile et Anno face. Karel ? On peut peut-être commencer par là, effectivement, pour rentrer dans le vif du sujet. Mais effectivement, l'imagerie religieuse, c'était plus une profession de foi sur ma diégèse sera conditionnée par les symboles que je veux mettre et pas l'inverse, ce qui est très important. Mais oui, la relation entre Shinji et Gendo, ça fait partie aussi de cette démarche testamentaire. Le personnage principal, Gendo, est son père. Pour ceux qui n'auraient peut-être pas encore là et qui n'ont pas vu. Effectivement. Mais en fait, pour moi, une fois encore, Shinji, c'est à la fois un portrait de l'otaku que Hideaki Anno a été. Gendo, c'est un peu le miroir de ce qu'il a peur de devenir. Et Evangelion, à partir de là, c'est un testament où justement Hideaki Anno va essayer de rétablir une communication entre les gens qui font cette culture et les gens qui la consomment, et qui gagneraient à voir cette culture comme quelque chose d'enrichissant personnellement et pour les autres, et à partager. C'est tout l'itinéraire de Shinji dans la série va consister à s'accepter lui-même pour mieux accepter ses propres faiblesses et celles des autres. Personne n'est parfait, et à partir de là pouvoir commencer à vivre et à accepter l'altérité. Un des thèmes principaux, et c'est d'ailleurs le nom d'un épisode, c'est le théorème du hérisson.
Le dilemme. Le dilemme, pardon, du hérisson, qui est donc une théorie de Schopenhauer qui consiste à dire que les hérissons, quand ils ont froid, ils se rapprochent les uns des autres, mais comme ils se piquent et qu'ils se blessent, et ben en fait, ils peuvent pas être près les uns des autres, pardon, et ils apprennent à vivre avec la froideur de ne pas, avec le fait de ne pas pouvoir voir la chaleur humaine. Et ça, c'est un peu un thème qu'on trouve partout dans Evangelion. Et il y a aussi un autre thème qui est présent, c'est la dépression. Nova, je sais que toi, tu as fait une vidéo d'ailleurs qu'on peut que conseiller sur le sujet, parce qu'elle est très très bien. Comment tu l'as perçu? Comment est-ce que soit ce sujet-là, c'est aussi un thème qui était évoqué dans la série, mais qui t'a parlé personnellement? Oui, il m'a parlé personnellement parce que j'étais dépressif à une période et Evangelion est arrivé pile dans cette période-là. Ce que je voulais préciser, c'est qu'on parle souvent que Evangelion c'est la dépression, que c'est triste, etc. Mais finalement, c'est une œuvre qui t'encourage à te relever, qui, même si elle est très dure, finalement, à chaque fois, Shinji finit par s'accepter. Bon, même si c'est de façon un peu bizarre et extrême parfois, il finit par s'accepter. Il y a des beaux messages qui sont passés derrière. Bon, c'est dur à consommer quand on est déjà dans un état un peu sensible. Mais après, ça peut complètement aider. Donc ce sujet m'a touché. Et puis je trouve que c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est principalement mis en avant. Tout à l'heure, je sais plus qui c'est qui disait, je crois que c'est Mathieu, que le premier épisode, on voit que le père de Shinji n'accepte pas, lui parle, lui dit tu vas aller dans l'Eva, et lui dit pas tiens c'est bien comment t'as grandi. Dès le premier épisode on le sait, et à la fin finalement Shinji, Asuka et Rei c'est le centre. Finalement les Eva on les voit plus, il y a plus rien, on se concentre sur les 2 derniers épisodes, c'est une psychanalyse des personnages sur eux-mêmes. Tu as parlé de 2 personnages qu'on n'a pas encore évoqués pour l'instant, qui sont Rei et Asuka. Effectivement. Il y a un 3e personnage féminin dans la boucle. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la figure de ces trois femmes dans Evangelion, Guillaume, la place de la waifu? Est-ce que c'est une création? Est-ce que ça existait déjà avant? Est-ce qu'elles sont là pour être sexualisées? Est-ce qu'elles sont là pour permettre aux héros d'avancer? Quel est leur rôle un petit peu? En fait, si tu veux, moi je considère que en vrai, à partir d'Evangelion, on a commencé à avoir un prisme de quels sont les archétypes féminins dans l'animation japonaise en fait. Anno a créé un peu et en même temps déconstruit en plus ce mythe à l'intérieur de son œuvre. Et on prend par exemple le cas de Asuka qui arrive un peu plus tard dans la série, je crois que c'est à partir du 10e. Qui est européenne, qui est extérieure. Du 8e épisode, donc qui est le personnage féminin qui est juste ici, qui est donc extérieur et qui n'est pas japonaise en fait, donc qui correspond en fait un petit peu le fantasme de l'étranger en fait, mais en même temps aussi il a inculqué à ce personnage une forme de défiance et en fait c'est assez particulier la façon dont on a cette relation avec les personnages, et les 2 personnages en fait sont totalement différents entre Rei et Asuka, et en fait Shinji se retrouve un peu entre les deux, et en fait ça va construire un peu son idéal, et donc il a voulu aussi, comme l'œuvre est hyper introspective, on parlait de Anno et de sa dépression tout à l'heure, en fait je pense que c'est aussi ces 2 personnages qui font un peu la dualité de l'œuvre en fait. D'accord. En général. Et il y a chaque personnage, les 3 personnages incarnent tous à eux-mêmes une façon de penser. Shinji, lui, il incarne le personnage qui est défini par ce que les autres pensent de lui. Asuka, c'est la recherche de l'attention. Donc trop en faire, être dans l'excès pour attirer, pour avoir une recherche de ce que sa mère n'a pas été capable de lui apporter. Et Rei, c'est plus le personnage qui va être là en mode est-ce que c'est utile de vivre sur cette terre quand on n'est qu'un humain, qu'on est si petit? Est-ce qu'on serait pas qu'un clone parmi tant d'autres, etc. Et donc chaque personnage représente à eux-mêmes une façon de penser. Et j'irai plus loin, pour le coup, pour aller dans le sens de ce que tu dis, ils ont aussi ces 3 manifestations différentes de la façon qu'on a de réagir à la dépression. C'est-à-dire que Shinji va fuir les problèmes, Rei va se résigner, les accepter et encaisser en fait, elle est totalement soumise, et Asuka va se révolter, et c'est précisément quand ces 3 approches-là vont rentrer en conflit ensemble que ça va faire des étincelles et que la série va commencer à briller. Alors c'est très bien, mais pour venir à la question de la waifu, un terme qui m'horripile, qui me fait bondir, c'est très très intéressant sur Evangelion,
la représentation féminine, le rôle des femmes, la place des femmes, c'est pas exactement le bon terme, mais Shinji est un adolescent de 14 ans qui n'a pas connu sa mère, et à partir de là, chacune des femmes ou filles qui va passer, c'est vu à travers un adolescent en pleine perturbation hormonale, donc elles vont toutes être fantasmatiques, toutes, elles sont... d'ailleurs, la doubleuse de Shinji n'arrête pas de se plaindre que chaque fois qu'il y a des visuels promotionnels, on montre que les filles et jamais Shinji, ce qui veut dire quelque chose. Donc il y a ce côté, effectivement, elles sont super jolies, super sexy pour attirer un petit peu l'otaku, pour attirer le chaland, parce qu'on reste dans une série commerciale, comme l'a si bien dit Ilias, quoi qu'il arrive. Mais on va avoir la jeune fille arrogante Tsundere, on va avoir la fille qui est un petit peu effacée, Misato qui elle est extrêmement joviale. Merci de revenir vers Misato. Ritsuko qui est censée être la femme fatale de la série, puisqu'elle est toujours avec une mini-jupe, elle est toujours avec du maquillage, la clope au bec, la petite blouse blanche de scientifique. Et d'un côté, justement, je pense que ça, Anno, il s'en voudra à vie. Ça va engendrer tous les harems moé qu'on a pu voir à la Lovina et j'en passe sur des générations et des générations. Mais ce qui est particulièrement marquant, c'est que vers la fin de la série, quand Shinji justement prend conscience que en fait il n'y a pas que moi qui souffre dans la vie, les autres aussi, il va se rendre compte que merde, mais Misato il lui arrive de pleurer. Misato c'est pas uniquement quelqu'un qui est là pour me consoler et qui va de temps en temps me montrer ses gros nichons à son décolleté, que si Asuka elle lui tire la gueule, c'est parce que Asuka si on veut comparer qui c'est qui a le plus souffert étant enfant, Shinji tu perds largement. Et donc il va aller au-delà de l'aspect c'est des super canons avec une personnalité pour se rendre compte que c'est des personnes humaines. Et ça, c'est une démarche que Anno encourage les otaku à avoir par rapport aux femmes, mais aussi aux hommes, aux êtres humains dans l'ordre général, et qui n'a pas été très très bien perçu. On préfère avoir encore l'idée de Rei comme l'image d'une jeune fille lunaire, fugace, qui obéira à tout, et surtout pas que ça évolue avec le regard de Shinji. Après, il faut aussi dire que Anno à l'époque n'était pas en couple, n'était pas marié. Donc du coup, il y a toujours cette recherche de l'être aimé. Oui. Et donc du coup, ça se ressent pendant toute la série. Donc pour moi, chaque femme de cette série représente un peu ce qu'il cherche finalement. Et même si Misato et le personnage, on va dire, jovial et tout, elle reste dépressive vers la fin de la série. On comprend clairement que c'est quelqu'un qui est torturé, qui est quelqu'un qui a un passif, qui ne s'aime pas finalement. Parce que si on regarde les 2 derniers épisodes, Misato le dit clairement, j'ai envie d'être sale. Finalement, je n'ai pas envie d'être la gentille fille. Si elle est à ce poste-là, c'est qu'elle a réussi dans la vie. Et finalement, on a l'impression que quand elle commence à gérer le nerve, c'est à ce moment-là qu'elle devient elle-même en fait. Il y a un autre sujet qui est aussi évoqué, donc on parlait de la relation à l'être aimé, aussi les relations avec les parents, puisque ils n'ont aucun d'être parents, Rei étant aussi également un clone. Au-delà de cette relation parentale qu'on va forcément lier à Freud, il y a aussi la figure de Leva étant un peu la mère de chaque personnage. Est-ce que quelqu'un veut parler de ce sujet-là, Karel? Disons, puis Nova, vas-y si tu veux. Moi je voulais juste revenir du coup tout à l'heure, on parlait du nom Neo Genesis Evangelion, donc on parle de la genèse, donc on parle de l'enfant qui va naître, mais faut parler qu'il y a Adam et Lilith, pas Adam et Eve. Lilith c'est plus le démon, c'est l'équivalent de Adam, mais mère des démons. Oui. Voilà, c'est ça. Et donc du coup il y a cette relation de la mère comme diabolisée qu'on va pas avoir et qui est présente déjà même dans l'histoire, enfin dans le background de l'univers. Et pour le coup, la grille de lecture psychanalytique, je pense qu'on a quand même sur la fin des visuels assez explicites avec Shinji qui recherche littéralement le sein de sa mère à l'image. Le désir de mort aussi. Une fois le désir de mort aussi. La véritable identité de Rei. Le fait que Shinji soit tout bouleversé face à Rei, ça a peut-être un sens aussi. C'est une émission sur Star Wars. Est-ce qu'il ne cherche pas sa daronne à travers Rei aussi, mais surtout Eva, finalement, il faut trouver Eve, c'est l'Eva, ce sont les Evangelion, et donc les cabines de pilotage en fait sont un placenta, sont un ventre maternel. On retourne à une sorte de liquide primaire dans lequel on bassine avant de naître finalement. Et c'est peut-être aussi une grille de lecture possible, c'est que non seulement Hideaki Anno avec Evangelion dit à l'otaku sors de ta chambre, mais aussi sors de ta mère, pour paraphraser Last Man. Mais il y a vraiment ce côté-là, si vous restez dans cette espèce d'état statique que les comités de production, dans lequel les comités de production veulent vous enfermer en tant que spectateur passif, vous allez mourir. Et si vous mourrez,
la culture que j'essaie de faire vivre va mourir avec, et je vais mourir aussi, et on va tous mourir. Donc c'est réussi. C'est pour ça que la nouvelle genèse qui est en jeu dans Evangelion, c'est ça, c'est d'abord régler ses comptes avec son désir de mort ou la volonté de revenir au ventre maternel, sortir de ce paradis artificiel qui est sa chambre avec ses petites figurines et ses machins, et commencer à vivre et à sortir de chez soi. Dernier point avant de conclure ce segment du débat. Nova, dans ta vidéo, tu as une citation de Anno qui est assez intéressante, qui dit en gros: Evangelion est comme un puzzle, tout le monde peut l'observer et donner sa propre solution. On offre aux spectateurs le pouvoir de penser par eux-mêmes, comme ça chacun peut imaginer son propre monde. Nous ne donnerons jamais de réponse pour les spectateurs qui attendent un guide pour comprendre Evangelion, ça n'arrivera jamais. Donc en fait, finalement, est-ce qu'il n'y a pas aussi une sorte de malentendu entre ce que veut nous dire Anno, qui finalement est je vous laisse ça, et nous tous autour de la table en train de dire mais il y a ça, il y a ça, il y a ça en fait. Est-ce que c'est pas la force de la série aussi de pouvoir y penser et trouver ce qu'on veut? Clairement. Pour moi, c'est pas du tout un malentendu. C'est pas du tout un malentendu, au sens où Anno a réussi quelque chose d'exceptionnel, au sens où c'est une œuvre qui peut se comprendre par tout le monde et par chacun. C'est-à-dire que si on parle de l'épisode 6, 7, l'arrivée d'Ascar, wow, qu'est-ce que c'est classe le plan où il fait ça, le combat synchronisé, oh là là, ils ont dû bosser, tout ça. Oui, sur l'histoire en tant que telle, on est tous d'accord. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver sur Dragon Ball, qu'on va retrouver sur Sailor Moon, enfin tu mets la série que tu veux. Par contre, Evangelion, le fait que chacun puisse avoir son ressenti différent de l'autre, et qui sont tout aussi valables, c'est quelque chose qui est très très fort à faire. Et donc je pense qu'au contraire, Anno a réussi un véritable tour de force en faisant en sorte que chacun puisse s'approprier Evangelion comme il le voulait. Et le problème qu'il y a, c'est qu'il y en a beaucoup qui se le sont appropriés comme Anno ne le souhaitait pas. Et là, on se retrouve sur un malentendu. Et c'est là que ce qui expliquera dans la dernière partie peut-être pourquoi il est revenu à l'œuvre avec The End et les Ribbins. Très bien, donc comme tu as la parole, je te laisse lancer la dernière pause, puisque je ne sais pas exactement ce que tu nous as prévu. Oui, bah écoute, vu qu'on se passe des images de The End of Evangelion et qu'on aborde le sujet tout de suite, je propose qu'on s'écoute comme Surtot, tout à fait, de Ariane. Ma chanson préférée au karaoké. On se retrouve juste après pour la dernière partie du débat. La GA2, Hey Jude. D'accord. Jude. De retour, notre troisième et dernière partie de débat. Notre deuxième partie a été intense et on n'a même pas pu tout évoquer. Il y a un aspect extrêmement méta dans cette œuvre. Elias, que tu aimerais évoquer avant qu'on passe à la suite? Oui, on parlait de la culture otaku, mais finalement Evangelion, c'est le produit de la culture otaku. Il y a plein de références dans cette série, mais genre non-stop. On a de la référence même à des trucs complètement improbables, comme le design d'un des anges qui est en fait tiré du weapon, enfin, du Super Weapon X dans Super Durant. On a des trucs vraiment de dingue. Je vous le dis, c'est riche. Il y a de l'Idéon pour revenir à ça. Idéon, c'est une grosse influence. Hein. Oui, voilà, clairement. Il y a même une vieille série de science-fiction UFO, je sais plus quoi, des années 70 américaines, anglaises, qui est kitschissime, mais en fait avec des montages très très cut qu'on va retrouver justement dans les scènes où les images sont télescopées. Et même dans la création OAV, on a par exemple du Zéorimeur dans Evangelion, la scène de la balançoire, ça vient de ça. Vous avez plein de trucs dans cette série qui sont hyper référentiels, qui parlent aux otaku, clairement, même s'ils le disent pas, mais qui parlent aux otaku, et finalement elle rentre en conflit avec le public qu'elle vise, et c'est ça qui cause problème. Qui rentre en conflit, comment En fait, parce que quand la série se termine avec les 2 épisodes qui sont à l'intérieur de l'esprit de Shinji, où on a cette pièce de théâtre où tout le monde se remet en cause, et le fameux congratulations, voilà. Et finalement, à la fin de cette série, les fans n'étaient pas d'accord. Ils voulaient la fin totale, définitive, comme un certain Tomino faisait ça savait les faire. En même temps, c'est ce que Tomino tue tout le monde, donc voilà, c'est définitif. Mais c'est ce qui était promis finalement. Et finalement, comme tu disais, le contexte n'était pas le même, et la fin que moi j'adore de la série, elle rentre, c'est là où le vrai conflit commence entre la culture otaku et Hideaki Anno. Et finalement, il fait le résumé, le film résumé, et on arrive sur The End and Rebirth of Evangelion,
le sujet. The End, oui, The End, c'est clairement c'est la vitesse supérieure. Juste en 2 mots, donc on a 26 épisodes d'une série de 26 épisodes de 20 minutes, et puis après on a une fin qui est une fin un peu qui disons c'est une fin un peu du David Lynch. C'est une fin où il inverse oui, c'est effectivement, on peut dire que c'est le Twin Peaks de l'animation japonaise d'une certaine manière. Voilà. Mais c'est une fin effectivement où il inverse la diégèse et le symbole justement, donc une conclusion logique, et le film va nous proposer justement une vision beaucoup plus concrète. Et donc ma question est comment ça s'est passé? Est-ce que donc il y a la fin du 26e épisode, les fans disent non, c'est pas possible, on peut pas arrêter là, ou du coup il fait un film pour conclure vraiment comme les fans le souhaitent, ou est-ce que lui avait prévu lui il avait prévu de s'arrêter à l'épisode 26, point barre, c'est bon, on arrête, ça l'avait suffisamment psychologiquement, ça l'a épuisé. D'accord. Et donc les épisodes 25 et 26 qui sont véritablement un message à l'égard des otaku pour leur dire clairement mais sortez de chez vous, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, j'ai pas la peine de revenir là-dessus. Eux l'ont très mal pris, mais vas-y, tu nous dis qu'il faut qu'on arrête de regarder les dessins animés, et au lieu de nous donner des ordres, donne-nous plutôt la fin qu'on aurait voulu. Et donc Hideaki Anno, il a fait ah ouais, vous voulez une vraie fin, eh ben vous allez avoir une vraie fin. Vous allez pas l'aimer, mais vous allez avoir une vraie fin. Et c'est littéralement un doigt d'honneur qu'il fait pendant 1h30, si ce n'est 2 heures. Le film est dans 2 parties. Donc, à son public d'origine. Alors donc il y a ce qu'on appelait Death and Rebirth, qui était vraiment le récap, merci, de la série, et Death, et donc The End, qui est vraiment The End of Evangelion, tout est dit dans le titre. Le nom de d'honneur, il y a justement la scène où tout le monde meurt sur cette magnifique ritournelle folk que vous venez d'écouter auparavant. Ça commence avec Shinji qui se masturbe sur sur le corps de Asuka qui est dans le coma, donc c'est littéralement, moi personnellement, alors là c'est mon interprétation, mais je le prends vraiment comme vous avez pas arrêté de vous branler sur ma série pour lui donner le sens que vous voulez, tenez, voilà, je vous le montre d'emblée, et maintenant vous allez voir ce que vous allez prendre dans la tête. Et il y va, mais il n'y a aucune concession, il y a des choses que les otaku n'auraient jamais voulu voir, par exemple Asuka qui prend très très cher, mais Asuka qui était vraiment montée en épingle, en icône par tous les otaku, mais il se fait un plaisir à la ratatiner comme pas permis. Et ça n'a toujours pas plu aux fans qui se sont dit dis donc tu t'es un peu foutu de notre gueule sur ce coup-là. Et il a fait oui, effectivement, c'était prévu. Alors du coup on a les 26 épisodes, le film, les fans sont toujours pas contents, il y a quelque chose qui s'appelle les rebuilds. Qui veut parler des rebuilds? Avant de parler des rebuilds, j'aimerais revenir sur The End de Evangelion, parce que en fait, sur The End, même dans sa façon de faire les End and Rebirth, en fait finalement c'est du méta, c'est de la culture otaku, parce que avant ça, pendant les années 80, il y avait une certaine série qui s'appelait Space Runaway, Ideon, qui avait fini en fait aussi un peu à l'arrache au 47e épisode, donc les gens ils étaient pas contents, mais après une rediffusion, les gens ont redécouvert la série, un peu comme Evangelion, parce qu'Evangelion au départ était sur un créneau de 16h30 ou un truc comme ça, vraiment un truc pour les petits, voilà. Et en fait elle a pas eu le succès qu'elle a eu après une diffusion sur un créneau horaire plus adulte. Et Ideon ça a été pareil, et sauf qu'à la fin les gens ont voulu une vraie fin, une vraie fin. Et donc du coup Tomino fait un film récap. Tomino, créateur de Gundam et de Ideon du coup. Voilà, et de plein d'autres choses. Nova. Voilà. Et finalement en fait il fait son film récap comme sur Evangelion, et fait une fin totale et définitive qui est juste je veux dire déprimante à un point où tout le monde en prend surtout les gamins de 4 ans. Voilà, et finalement cette référence là en structure de 2 films avec une montée en puissance, une fin apocalyptique finale définitive, et même jusque là on reste dans le méta dans Evangelion. Voilà. Et ce qui est très marquant dans The End, c'est que non seulement Anno va encore plus loin sur la diégèse en elle-même, il va fournir des informations qui manquaient, que le public voulait absolument que ce soit explicité. Oui, bon, pourquoi pas, mais juste après la scène de l'apocalypse du 3e impact, on passe à du live. Il y a un petit moment, tiens, paf, allez, pendant 2 minutes, je vais vous mettre du live. On s'y attend pas du tout, donc il y a quand même une recherche, encore une fois, artistique, et on cherche à aller encore plus loin que ce que l'otaku moyen pouvait espérer avoir. Et dans cette scène en live, il y a un passage où on est dans les rues de Tokyo, et on voit 3 jeunes femmes cosplayées en Rei, Asuka et Misato, et le plan qui est suivant, alors ça va très très vite, là c'est merci les DVD et les Blu-ray, parce qu'il faut faire
faire du frame by frame. Et le plan suivant, je les ai revus hier parce que j'ai révisé un peu, mais clairement, ça prend du temps. Ça prend quasiment 3 à 4 minutes de plan live où on a oui, mais sur les plans live en question, justement, après avoir vu les jeunes filles en cosplay, il y a le plan suivant qui remonte les 3 mêmes personnes en civil de face, et ce sont les 3 comédiennes de doublage. Donc là, du méta, tu en veux, mais t'en as puissance 1000. Hein. Et pire que ça, c'est qu'on a du méta dans le méta, parce que t'as la scène sur le cinéma en live avec les gens qui regardent, ou le cinéma vide, et tout le temps en train de leur dire, est-ce que vous êtes satisfait ? Est-ce que vous êtes satisfait ? Avec un spectateur qui fait un doigt d'honneur aussi. Il y a des plans, ce ne sont même pas des plans de dessin animé, mais c'est des photos de figurines de Misato. Et pour revenir à ça, vous parliez des personnages et tout, regardez le caractère design d'Hideon. Vous allez trouver tous les personnages d'Evangelion jusqu'au design près. Gendo, Shinji Ikari, tout le monde y est. Voilà. Très bien, merci pour ce point très intéressant. On avance sur la suite, donc les rebuilds dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est ? C'est la réécriture. Les rebuilds, bon déjà on peut partir du principe que on est en 2006, si je dis pas de bêtises. Anno commence à récupérer en tout cas les droits sur Evangelion, et d'un seul coup annonce qu'il va refondre son œuvre, qu'il va la remettre au goût du jour avec les moyens d'animation actuels, enfin contemporains. Et ça donne Evangelion 1.0 avec donc un remake quasiment presque plan par plan pour simplifier, hein, on n'a pas trop le temps, des épisodes 1 à 6 et à partir du deuxième film on s'aperçoit très vite que le récit prend la tangente et le troisième film c'est carrément autre chose. C'est une autre œuvre où on va avoir cette fois-ci un Shinji peut-être comme il n'y a pas le temps de déployer toutes les lenteurs de la série, on va avoir un Shinji qui va se comporter un peu différemment, des personnages secondaires qui vont se comporter aussi un peu différemment. La mer est rouge, tiens donc, alors que dans la série initiale la mer était bleue, et c'est précisément à la fin de The End que la mer devient rouge. Donc voilà, il y a toute une théorie, actuellement on n'en sait pas plus parce que le 4e film doit encore sortir, il sort l'année prochaine si tout va bien, mais comme quoi justement les rebuilds ne seraient pas un remake mais bel et bien une suite à la série, une continuité logique qui irait au bout de ce que Anno a voulu dire, et peut-être que le public a refusé d'entendre aussi. Nova, plus largement, du coup, quel est l'impact qu'a pu avoir cette série sur le reste de l'animation japonaise, sur les mechas, sur tout simplement l'animation japonaise? Tout à l'heure, je l'évoquais un tout petit peu, qu'on ne s'attendait pas à avoir quelque chose d'aussi mature. On ne pensait pas que ça pouvait marcher pour la télévision, même si Gundam avait déjà bien marché avec les Real Robots, mais on ne s'attendait pas à ce que quelque chose d'aussi fort et violent qu'Evangelion puisse marcher. Et à partir de là, on a commencé à avoir plein de shows qui commençaient à s'influencer directement de ce ton-là, d'avoir quelque chose de plus adulte. Je pense à Serial Experiment Lane, Technolize, le studio Madhouse en général juste après. Et même dans... Vas-y, non, je te laisse finir. Mais même dans le jeu vidéo, on a eu Xenogears, Zone of the Enders, il y a vraiment eu un boom du mecha aussi à ce moment-là, dans le jeu vidéo, avec aussi l'imagerie cabalistique pour Xenogears en l'occurrence. Je suis pas d'accord. En deux mots, parce qu'il faut qu'on... Non, voilà, mais clairement, on parle de public adulte. Oui, le public adulte a toujours été une cible depuis 78, 77 même. Je veux dire, la culture otaku a commencé à se développer à ce moment-là, et même si les tranches horaires ne respectaient pas ça, les rediffusions, par exemple Space Battleship Yamato, Galaxy Express 99 et plein d'autres séries, même je parle de par exemple de Votoms, qui est pas du tout connu chez nous, il y a beaucoup de séries qui ont il y a beaucoup de séries qui ont été pour un public adulte, même si l'animation n'était pas prête pour ça. Gundam par exemple a été une série qui était clairement un space opéra. D'accord, bon, donc c'est pour un public adulte. En fait, quand je dis adulte, Ideon, c'est plus dans la violence de Evangelion. Et même la violence, je veux dire, Ideon est une série hyper violente. Gundam, la façon dans laquelle Char prend sa vengeance, c'est hyper dur. Alors je pense qu'il va y avoir, on peut prendre un sujet sur lequel on peut peut-être vous retrouver tous les deux, c'est que quand on pense par exemple à la scène de sexe entre Kaji et Misato, qui est totalement hors champ, hein, on ne voit rien, mais c'est uniquement doublé, et de mémoire, c'est la première fois qu'un dessin animé diffusé à la télévision se permettait de parler
franchement du sexe. Ah bah là c'est bon, on se doute bien qu'ils sont pas du tout en train de faire du Scrabble. Dans une autre série, on nous l'aurait fait comprendre par un dialogue, par un petit complice, un petit clin d'œil, que sais-je. Là on se l'est pris dans la tête. Et justement, ça c'est quelque chose d'adulte dans la démarche. Et Evangelion a ouvert quelques portes que des séries ont pu ensuite emprunter derrière pour pouvoir apporter un ton littéralement adulte à leur œuvre et pas uniquement grand ado, où c'était voilà, non, là ce dont on est en train de parler, si t'as pas minimum 20 ans, 22 ans, tu ne pourras pas comprendre de quoi on parle. Dernier point avant de conclure, l'auteur, puisqu'on a vu la série comme elle a vécu un petit peu, mais l'auteur Cédric Anno, qu'est-ce qu'il a fait après déjà, comme l'a dit Est-ce que Ilyes, ça allait mieux après? Je sais pas, clairement je suis pas son psy donc je vais pas pouvoir me prononcer sur ça. Je pense dans tous les cas que, comme l'a dit Ilyes, malgré le fait que ce soit un créateur, il a besoin d'argent, il a besoin de manger, donc on peut dire ce qu'on veut, on peut se pignoler tous autant qu'on veut sur Rebuild, machin, The End. Il fait vivre sa licence, il vend des parapluies à 700 balles, des lunettes à 400. Il sait mine de rien que le public otaku il va venir l'acheter, et très cher sa licence. Donc c'est n'importe quoi, mais continue. Désolé, un parapluie à 700 euros, oui, je vois qu'il peut s'acheter à part un otaku continue, ça, mais bon. Et il a continué sur plusieurs films live, il a continué en fait un petit peu comme il avait envie de faire, quoi. C'est clairement c'est un peu comme un Toriyama, c'est un peu comme un Karl Barks. C'est des mecs, à partir du moment où ils ont atteint une espèce de pinacle social, et pas pinon, pinacle social. Pinacle social, ils font un peu ce qu'ils veulent, ils ont plus de contraintes auprès d'une production, quoi. Non, tu n'es pas d'accord? Je m'arrête là alors, vas-y. Après, il a fait Karekano histoire de changer un peu les esprits et puis de faire un truc rigolo. Et puis de montrer qu'il était toujours fort à faire de l'animation, qu'il pouvait faire de l'animation plutôt américaine avec un humour très slapstick, très cartoonesque. Qu'est-ce que c'est bien. Et donc de montrer toutes ses capacités. Les meilleurs épisodes de Karekano sont d'ailleurs les épisodes récap qui sont complètement fous. Mais surtout, il a fondé le studio Kara pour pouvoir faire ce qu'il voulait faire. Et donc c'est pas du tout Anno qui vend des parapluies à 700 balles. C'est le staff marketing de chez Kara qui doit faire tourner un studio avec je sais pas combien de dizaines de personnes qui y travaillent. Et donc faut faire vivre. Mais c'est pas Anno. Et puis ils sont encore sous contrat avec Sega, non, si je dis pas de bêtises. Sega gère ça. Anno, alors j'ai la chance de connaître un petit peu Kazuya Tsurumaki qui est son bras droit, qui est le réalisateur des épisodes 25 et 26, qui est le réalisateur de Fooly Cooly entre autres. Et Kazuya Tsurumaki, qui donc bosse chez Kara, un poste assez important, m'a expliqué que quand ils ont lancé le projet Nihon Animator Expo, qui était donc une espèce de bourse pour proposer aux petits jeunes de faire des courts-métrages avec des moyens fournis par Kara pour pouvoir le faire, c'est parce qu'ils ont totalement conscience chez Kara, donc Anno le premier mais pas que lui, qu'ils ont uniquement Evangelion. Ils ont juste ça comme licence, ils ont rien d'autre. Et donc à l'heure actuelle, ils ont besoin de personnes qui viennent pour proposer d'autres choses, pour qu'une fois que le 4e film Evangelion soit fini, il y ait quelque chose à faire chez Kara et qui change un petit peu. Ils veulent changer, mais seulement Evangelion, c'est quelque chose qui est tellement lourd. C'est un projet entre Anno, le seul truc qu'il a trouvé pour se divertir entre les films 3 et le film 4, c'est Godzilla. Et justement, Shin Godzilla, quand on regarde, il y a beaucoup de points communs entre Shin Godzilla. Ah, mais il y a la même musique, les mêmes plans, il y a les plans, la manière dont sont attaqués les anges. Et c'est un film d'otaku. Et c'est un film d'otaku. Et ce qui est très marrant avec Shin Godzilla, c'est que autant Evangelion, il critiquait l'otakisme, autant Godzilla, il critique les gens standards, lambda, qui sont bien dans l'administration, avec les rangées de photocopieuses, etc. Prise de décision, UBS, etc. Karel, et puis on conclut. Mais c'est le pendant politique de ce qu'il dit dans Evangelion. C'est-à-dire que dans Evangelion, on existe. C'est intime, et là c'est politique, c'est ça. On accepte l'autre, et dans Shin Godzilla, ça va être on accepte de travailler ensemble de manière horizontale pour créer une nouvelle société, parce que la menace actuelle, elle évolue, elle s'adapte à nous. En tuant les vieux. En guise de conclusion, messieurs, un tour de table très rapide. Je vais vous poser une question, vous répondez par oui ou par non, et vous l'argumentez très rapidement. Est-ce que Evangelion est une œuvre révolutionnaire, Guillaume? Bah oui, parce qu'elle arrive dans un contexte assez particulier, à une époque où en fait l'animation japonaise cherchait encore des façons de révolutionner un peu son propos. Et bah pour moi en fait, je trouve que Anno il a réussi à créer cette espèce d'introspection auprès du public qui avait l'habitude en fait de ce genre d'œuvre. Et c'est plus ce côté révolutionnaire que je prendrais. Après dans l'animation en elle-même, je trouvais qu'il avait fait, notamment avec Gunbuster, il avait été beaucoup plus loin dans le. D'accord, mais quand même un révolutionnaire, oui, très bien. Rapidement autour de la table, vous êtes d'accord avec ça? C'est une œuvre révolutionnaire? Ouais. Oui. Pas de son disque. Oui, non. Très bien. Ça dépend. Est-ce que Twin Peaks est révolutionnaire?
Je crois qu'on en parlera le jour où on fera une émission sur David Lynch. Oui, et je voulais juste très vite justement pour dernier conclure. point. Allez. C'est que là on est en train d'en parler dans une émission qui va être diffusée sur Internet. À l'époque, c'est sorti en 95, on n'avait pas Internet et croyez-moi que on en discutait déjà à l'époque avec les copains au téléphone, par courrier, quand on se croisait en convention, on pouvait passer 4, 5, 10 heures à discuter d'Evangelion. Ce qui prouve que s'il y avait ça, alors qu'on n'avait pas du tout la technologie dont on dispose actuellement en 2019, c'est bien que c'était un marqueur, c'était un jalon. Si tout le monde en parlait, c'était pas pour rien. Jusqu'à 2006, il y avait plus de 100 bouquins qui étaient sortis sur Evangelion, juste pour essayer d'expliquer la série. Et c'est pour ça qu'Hyperlink, notre cocktail de bulles et de pixels où on analyse, décortique la pop culture, on y accorde notre émission numéro 100. On essaye. Merci à tous pour ce débat passionnant. Il y aura encore eu des dizaines de choses à dire parce que c'est un thème, comme on l'a vu, très, très touffu. Mais on va s'amuser un petit peu maintenant parce que c'est l'heure du quiz musical. Le quiz musical, donc les règles sont simples, elles n'ont pas évolué entre les deux saisons. Nous avons 2 équipes, une équipe rouge et une équipe bleue. 5 morceaux, 1 point par morceau. Si vous donnez une mauvaise réponse, la main passe à l'équipe adverse. Faites-moi un signe avant de répondre pour que ce soit pas... Il n'y a que du Evangelion ? Non, alors justement. Le thème d'aujourd'hui est un peu particulier parce que nous avons eu un été chargé en termes de sorties, que ce soit ciné, JV, animation ou autre. Et comme on n'a pas eu d'émission, on n'a pas pu vous en parler. Donc j'ai choisi 5 œuvres qui sont sorties. Vous allez devoir les deviner, puis après on en parlera un petit peu rapidement pour ne pas les oublier. Donc si vous êtes prêts, les règles sont claires, vous êtes prêts. Nous avons l'équipe rouge et l'équipe bleue. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes pour souligner le travail de PJ sur les... Et puis en plus, si vous regardez là, voilà. Hop, on a l'affichage des équipes rouges et des équipes bleues, c'est absolument incroyable. Donc l'équipe rouge et l'équipe bleue est là. Donc c'est vraiment... C'est du Miyazaki. Ça. Non mais tout était prévu. C'est génial et on va commencer avec le premier morceau. Tout est sorti cet été, tout ce qui est... Karel, tu as quelque chose à... Cédric. Ah merde, putain. Pas de gros mots, s'il vous plaît. Guillaume. Dragon Quest. Non, la main passe à l'équipe rouge. C'est un film. Oui. C'est un film. T'en faut 2. Alors comme c'est beau comme du Isaichi, je dirais bien Les Enfants de la Mer. Non. Bon bah c'est Karel. Non, je suis zut. Je pensais que vous alliez trouver en... Dis pas Wonderland, s'il te plaît. Non, c'est pas... Mais attendez, écoute pas Wonderland. Ça vous rappelle rien? Si, mais là j'ai plus le nom. Moi, j'ai pas été au cinéma cet été. Je vais vous donner le nom du compositeur, c'est Hans Zimmer. Ah mais c'est pas des dessins animés. Mais c'est pas... Non, attends, Hans Zimmer, c'est pas X-Men Dark Phoenix quand même. Ah non. C'est un film d'animation. C'est un remake. Un remake d'animation. Ça va être Le Roi Lion. Ah voilà, Le Roi Lion, quand même, merci. J'ai pas vu le film, on m'a dit remake. Non, mais on parle d'œuvres. On parle de choses qui sont sorties cet été. Non mais ça va, c'est bon, on n'est pas des andouilles, je vois pas des films d'animation en live, excuse-moi. Mais non, mais le film a quand même un succès monumental. Oui, non mais c'est une gigantesque cinématique de PS4 qui dure 2 heures, c'est pas ça. Merci. Mais c'est un énorme succès, ça a fonctionné. Comme Evangelion. C'est un énorme succès. Qui a vu Le Roi Lion? Moi je l'ai vu. Le nouveau, Moi j'ai vu une scène, j'ai vu la scène du ravin absolument extraordinaire, le gros plan sur le visage de Simba qui fait non. Putain, du ravin, j'ai compris avec un B, moi. Je voyais plus. C'est le premier film live en animation. Comprenez le concept. On va pas faire de critique, mais le film dans tous les cas, la musique elle était déjà dans le film original. Voilà. Donc un point pour l'équipe bleue et le deuxième morceau, ça risque de faire peut-être un peu mal aux oreilles, je sais pas. Non, ça c'est encore le... C'est parti. Attention. Attendez. Un plus fort. Équipe rouge. La première. Comment? Première. Ah non. C'est pas première. C'est Astral Chain. Non. Ah. Alors c'est un jeu qui est sorti au mois de septembre. C'est un jeu vidéo sorti au mois de septembre sur PC. Mais si on passe des films au jeu, comment tu veux qu'on sache? C'est un jeu dont le propos est un peu sur les réseaux sociaux, c'est cool. C'est un jeu qui a fait un peu parler de lui pour son écriture notamment. Untitled Goose Game. Non, tout le monde connaît. Non. Des mineurs. Il a fait parler pour son écriture que beaucoup trouvent vulgaire.
Et c'est aussi, je pense, d'aussi mauvais goût Solitaire. que Gears 5. Borderlands 3. Je lis le chat, moi. Mais faut pas lire le chat, enfin. Borderlands 3. Moi, je dis Borderlands 3. Ah ouais. Borderlands 3, oui. Alors je suis désolé, mais comme il y a que de la merde qui est proposée comme Borderlands 3. Alors, juste Non mais genre Astral Chain, ça vous va pas ou quoi? Non, les mecs, mais voilà, c'est effectivement, tout à l'heure on disait que Gears of War 5 c'est Elisa Pericube avec des flingues, Borderlands c'est Titeuf avec des flingues. Merci. Mais comme on va jamais. Et du cell shading. Oui. Comme on va jamais en parler dans Hyperlink, simplement j'aurais pu faire la critique, mais on a décidé que c'est toi qui ferais Gears 5. Oui. C'est un jeu, c'est more of the same. Peut-être que c'est un jeu qui est plus forcément en raccord avec son temps. Beaucoup de critiques disent que l'écriture est un peu vulgaire et mauvaise, mais c'était déjà le cas avant. C'est un jeu débile, on joue en coop, on s'amuse, on loot et on a des trucs qui sont bleus, verts. 1 milliard de flingues. 1 milliard de flingues. Voilà, donc le troisième morceau, peut-être que là va pouvoir. Alors c'est quoi comme média? Pardon. C'est quoi comme support? C'est un film, tu vas une série télé, tu vas trouver. Si tu trouves pas, si vous trouvez pas là, vous nous en avez parlé tout l'été, donc si vous trouvez pas rapidement, là, ça va pas le faire. Fort Boyard. Promère. Ça c'est Promère. Promère, bien sûr. Un point pour l'équipe rouge, bravo. Ah là là, bravo. Non mais j'ai dit Fort Boyard pour On va déconner. pas prendre en compte ce que disait Mathieu. Qui veut parler en 2 mots de Promère? C'était nul et c'est overhypé. Allez, ok, d'accord. Ah non, je suis désolé, mais non, c'est généreux, c'est beau, c'est pour belle les animation. otaku. Oui, c'est pour les otaku. Evangelion. Allez, hop. C'est Trigger à un moment, oui, c'est pour les otaku. Eh oui. Et Trigger fait partie de la nébuleuse Gainax, donc du coup, oui, Voilà. c'est pour des Eh otaku. Et quand tu repars, tu te dis j'ai passé 1h30 qui est super sympa, mais t'as rien retenu. Enfin, Oui, je retiens rien. C'est ça la Moi, différence. j'ai pas avec aimé le Evangelion. film, mais j'aimerais que ce film marche en France parce que ça nous changerait par le réalisateur qui croise à Miyazaki un jour dans un couloir. Moi, je retiendrai juste un truc. On a parlé du rapport de Evangelion à ses fans. Je pense qu'avec Promère, on commence déjà à tomber sur le même truc. Hein. En France, il y a des mecs qui ont vu le film 60 fois. Oui, parce que il y en a c'est dans notre Trigger équipe, d'ailleurs. Parce que c'est Trigger. Ouais. Bah, du coup, est-ce que c'est pour autant sain? Je sais pas. Donc, est-ce que je. Ok, messieurs, merci. 4e morceau, c'est du jeu vidéo cette fois. Yes. Et c'est parti. Non, c'est pas parti. Astral Chain. Ah d'accord. Je savais qu'il allait mettre. Alors j'ai pas joué à Astral Chain, donc j'ai pris le morceau le plus Nier Automata que j'ai trouvé. Donc qui a joué à Astral Chain autour de la table? Guillaume. Alors un premier tiers qui est un peu éclaté dans le sens où le jeu il nous raconte, enfin en gros il y a beaucoup de strates de gameplay qui vont s'allonger, et pour un jeu de Platinum en fait ça manque un peu de structure et en fait de clarté dans le gameplay. Mais je trouve que les deux tiers suivants en fait ça commence à vraiment s'ouvrir et on commence à s'habituer au gameplay, et je trouve que recommande. Je recommande totalement. Ouais, Karel, t'as commencé, je crois. Ah non, justement, Monique du Terre me l'a prêté hier au Kawaii, et donc je l'ai pas encore lancé. J'aurais aimé vous le recommander aujourd'hui, mais peut-être la pourra semaine le prochaine. recommander une autre fois. Dernier, il y a 3, donc du coup c'est fini. Je suis désolé pour l'équipe rouge. Pour la beauté du geste. Pour la beauté du geste, peut-être la plus grosse sortie de cet été, c'est un film. Les enfants de la mer. Les enfants de la mer. Il y a un petit. J'ai appuyé sur le. Les enfants de la mer. On va dire les enfants de la mer. Ah d'accord, ça y est, c'est parti. Les enfants de la mer. Non, c'est pas ça. Mais c'est ça la plus belle sortie de l'été. Qu'est-ce que tu... C'est California Dreaming, évidemment, mais quelle version? Ah, Once Upon a Time in Hollywood. Voilà, et c'est un 4-1. Je vais aller le voir et je suis pas parti. Ah oui, du studio Sunrise, le fameux. C'est la version de José Feliciano de California Dreaming pour Once Upon a Time in Hollywood, le dernier film de Tarantino dont Cédric va nous dire un mot. Bah, c'est génial, ça tue Tarantino, allez-y, ça tue. Et comme d'habitude, les gens n'ont pas compris, mais c'est pas très grave. On en parlera dans 2 semaines. Très bien, on en parlera dans 2 semaines. Bah, écoutez, merci beaucoup pour ce quiz. Donc ça fait Ray qui gagne contre Asuka. Est-ce que c'est bien? Je ne sais pas. La team des révisionnistes en tout cas. Hein, donc bravo à l'équipe bleue. Okay. Mais tout le monde sait que la meilleure c'est Misato. Non mais non, c'est Maya. Si. Rapidement, avant de vous laisser partir, messieurs, un petit tour de table de recommandations, une œuvre, un restaurant. Commencez par Mathieu. Mathieu. Très bien, Mathieu, une recommandation. Tu me recommandes? Yes, recommande Mathieu. Recommande Mathieu, d'accord. Ah oui, lisez-moi. Voilà. Ça sera après votre promo. Donc une recommandation d'une œuvre d'un confrère, de quelque chose, d'un film. Si quelqu'un en a une. En ce moment, il y a Blue Giant qui est toujours génial à lire chez Glénat. Si vous n'avez, c'est vieux, mais si vous n'avez pas vu Pop Team Epic, vous voyez Pop Team Epic? Ouais. Très bien.
Bon, mais c'est bien. Voyez les enfants de la mer. D'accord, Voyez les enfants de la mer. Merde. Cédric. Moi j'ai pas eu beaucoup de temps de me cultiver énormément, donc ça va être un truc très simple, très concret que je pense que tout le monde va peut-être faire à un moment ou à un autre. C'est Zelda Link's Awakening sur Switch que je trouve très bien, très réussi. C'est pas sur Game Boy ça ? Ouais, c'était sur Game Boy effectivement. La pub d'ailleurs joue sur ça, la pub télé. Le mec sort la Game Boy de son grenier et rejoue à Link's Awakening. C'était bien. Et là il voit qu'il l'a sur Switch et il fait c'est mieux. Nova. Moi, ce serait un livre. Ce serait la biographie d'Adam Savage, de co-host de Mythbuster, qui marche très bien, qui est très très belle. D'accord. Très bien, merci. On note. Karel. Alors, moi j'en ai deux, du coup. Une qu'on a brièvement évoquée, c'est que j'ai commencé cette semaine pour préparer cette émission, c'est Entre elle et lui, Karekano, du coup, de Hideaki Anno, qui est l'animé qui suit Evangelion. Comédie romantique, drame romantique aussi. Incroyable, vraiment, je crois que c'est limite plus expérimental qu'Evangelion dans la mise en scène. Il y a vraiment des idées de mise en scène, mais folle alliée. Puis c'est la synthèse parfaite entre les thématiques de Evangelion et de Persona, donc moi je suis content. J'espère qu'on a capté ta tête quand t'as dit folle, parce qu'il y a eu un truc qui s'est passé sur ton visage. Non, mais moi si tu veux, je suis stupéfait parce que je m'attendais à quelque chose de une œuvre de transition dans sa carrière. En fait non, il y va à fond et c'est bouleversant de voir un Hideaki Anno qui, après s'être mis à nu dans Evangelion et dans The End, accoucher d'une œuvre aussi sincère et je dirais qui ne cherche pas à se rationaliser, quoi. Merci Karel. Et ma deuxième recommandation qu'on n'a pas mentionnée, c'est tout simplement Gridman, qui est une série de Trigger, qui est peut-être dans les séries récentes l'une des séries qui a le mieux compris les enjeux d'Evangelion, sur le simulacre et la simulation qui est en jeu, notamment avec la fausse ville qui se détruit et le fait que tous les matins, quand on demande à des gamins de regarder des animés où on casse tout, finalement ce qu'on leur demande, c'est d'applaudir un massacre, et l'animé le fait hyper bien. Très bien. C'est un animé qui a beaucoup de choses à dire mais pas beaucoup de choses à raconter en revanche, donc c'est pas passionnant. C'est un animé en plus qui fait beaucoup de références à Dieu Masami Obari. Très bien. Et à Transformers. Oui, entre autres. Mais quand même en recommandation, qu'est-ce que je peux vous recommander ? Moi ça sera sûrement du jeu vidéo. Donc là dernièrement j'attends surtout le dernier épisode de Legend of Hero Trail in the Cold Steel 3 qui doit sortir en octobre. Oui. Voilà, et donc du coup c'est l'occasion aussi de se faire les deux premiers, et sinon en anime ça se trouve sur PS4, ça sort sur PS Vita aussi. Voilà. Quoi oui, ça se trouve sur PS Vita, oui. Et sinon allez acheter du Gundam en Blu-ray DVD, genre du Char Counter Attack qui vient de sortir cet été. Très bien, Guillaume. Il y a Mix qui est bien. Moi rien à voir, je viens d'y penser maintenant, mais ouais, je vais vous recommander, je sais pas si vous l'avez vu, ça s'appelle The Naked Director sur Netflix. La série donc qui raconte la vie de monsieur Toru Muranishi, qui est en fait celui qui a plus ou moins révolutionné l'industrie du porno au Japon dans les années 80, et c'est vachement intéressant. Malgré le propos, ça parle pas que de cul, loin de là même, et c'est très intéressant. Esthétiquement il y a beaucoup d'idées, la musique est top, enfin je veux dire c'est assez bien réalisé, et il y a beaucoup de choses qui sont empruntées notamment dans les séries américaines, et pour des directeurs japonais c'est assez rare pour être souligné. D'accord, très bien. Pour ma part je voulais recommander Link's Awakening, mais ça a déjà été fait. Je vous conseille l'Epic Game Store, parce que Hyperlink est une exclusivité Epic Game. Non, c'est pas vrai, c'est vrai. Simplement, comme vous le savez, depuis le début depuis le début de l'année, l'Epic Game Store offre des jeux gratuitement toutes les semaines, toutes les 2 semaines. On a eu passé des super trucs genre Celeste, Abzu, Subnautica, etc. Et là en ce moment justement, pour accompagner le super event Fortnite Batman, ils ont offert la trilogie Arkham qui est quand même vraiment pas mal, et les 3 Lego Batman qui sont aussi pas mal. Donc si vous avez jamais joué à ces jeux là, c'est gratuit, allez chercher sur l'Epic Game Store et vous les garderez à vie. Les Lego Batman qui sont d'ailleurs les meilleurs jeux Lego de toute la série. Je te laisse la responsabilité de ces paroles. Très bien, écoutez, merci beaucoup messieurs, comme le veut l'expression consacrée. L'adage. Oui, c'est la fin des choux. Mais avant quand même de nous quitter, on va savoir où est-ce qu'on peut vous retrouver, messieurs. Qu'est-ce que vous faites? Où est-ce qu'on peut vous suivre, écouter, vous lire, vous regarder, Mathieu? Alors on peut me suivre dans la rue, mais c'est super flippant. Vous pouvez me retrouver en librairie avec Un siècle d'animation japonaise, juste ici, donc avec Philippe Bunel. J'ai Téléportation au Japon qui est sorti il y a pas longtemps. Je suis en préparation d'un prochain projet qui devrait arriver printemps 2020 si tout va bien. Donc voilà. Sinon toujours Coyote, Animeland, Phosphore. Très bien, merci Nova.
Moi, on peut me retrouver sur ma chaîne YouTube NovaCorp. Oui. Je vais donner bientôt plus d'informations sur Doxa. Très bien. Donc actuellement, la chaîne, il n'y a pas énormément de contenu parce qu'on se concentre beaucoup sur ça. Bien donc sûr. Bientôt, ça va arriver. On peut me suivre sur les réseaux sociaux avec NovaCorp TV et Très bien. Facebook. Yes. Et puis moi, ça fait 3 ans qu'on n'a pas fait d'émission, je crois. Mais on en a certaines dans le placard. Et puis sinon, voilà, chez moi. Restez à l'air. Très bien. Avant de nous quitter, Karel, je vais te laisser le mot de la fin. Tu as des choses à dire. Oui, très rapidement, parce que c'est quand même le numéro 100, mais c'est aussi le season première. C'est une saison importante pour nous. C'est une saison où il faut que vous soyez là avec nous. Nous, on continue à vous fournir des émissions de qualité de semaine en semaine. C'est énormément de travail. Donc surtout, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Twitch, bien sûr, sur les flux podcasts. Vous pouvez nous retrouver. Sachant qu'on a aussi un Discord, comme d'habitude, où on poursuit le débat. Si vous aviez des remarques à faire ou simplement si vous souhaitez échanger avec nous, le lien est dans la description de notre compte Twitter. Et donc voilà, on est là cette année, on compte pas chômer, on a des très très belles émissions qui arrivent. Voilà, ce serait dommage de passer à côté. Merci. Demandez une émission de Digimon, s'il vous plaît. Merci à tous. Merci Janvier 2020, le rendez-vous est pris. Merci à nos invités, merci à nos chroniqueurs. Bienvenue Guillaume, merci d'avoir rejoint notre équipe. On va très bien travailler ensemble. Merci à vous tous sur le chat. Merci à la régie. Merci à Cédric, je vois que t'es un petit peu fatigué, mais merci d'être là. Chaud, et à la semaine prochaine, Karel, je te rends ton siège pour parler de Sylvester Stallone. De Rambo, Très tout à bien. fait. On va faire toute une rétrospective de Rambo. Alors on a 2 invités. Non, on va pas mentionner. Non, c'est bon. Voilà. Bon, okay. À la semaine prochaine. Très beau plateau. Ciao. Bisous. Salut. À plus. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 17h en direct sur VL.